Je veux contribuer à faire en sorte que, vraiment au fond de nous, même si on est perdu sur, je sais pas, la démocratie, les idéaux, les valeurs, tout ce que tu veux, qu'on arrive à s'ancrer comme valeur et comme croyance qu'on a 90% de choses en commun et seulement 10% de choses sur lesquelles on sera jamais d'accord. Et finalement qu'on accepte qu'on sera jamais d'accord, mais qu'on s'en fiche. Salut et bienvenue sur Des rêves en action, le podcast des rêveurs de l'Atlas. Nous sommes Bateraf et nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent. Aventuriers, navigateurs, entrepreneurs, artistes, tous ont su suivre leurs rêves pour être vecteurs d'un message qui leur est cher. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nicolas Sabatier. Si on devait ne retenir qu'une seule chose de Nicolas, c'est sa capacité à avoir toujours su mettre ses entreprises au service d'une cause, jusqu'à cofonder Team for the Planet. Nicolas se passionne pour les organisations humaines et préfère se focaliser sur les choses qui nous réunissent plutôt que sur celles qui nous divisent. Nous avons eu le plaisir de partager quelques heures avec Nicolas dans son bar à Lyon, l'Athénium. C'est dans un lieu envoûtant, pensé autour de l'échange et des rencontres, que nous avons eu le bonheur de discuter. Alors ne soyez pas effrayés par la durée de l'épisode. Ce que vous allez entendre est un véritable échange, authentique, dans lequel Nicolas nous a donné plein de secrets et d'anecdotes inédites. C'est un peu comme si vous écoutiez une discussion entre potes. Vous savez, ces discussions de certaines fins de soirée qui restent à jamais gravées dans nos mémoires. Installez-vous confortablement, profitez et inspirez-vous. Juste avant de vous laisser, parfois dans cet épisode, on parle de Time for the Planet, qui est aujourd'hui devenu Team for the Planet, mais c'est bien la même entreprise, comme Team ou Time d'ailleurs. Sur ce, bonne écoute. Nicolas, on va commencer très simplement. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es ? Ouais, j'ai 39 ans, j'ai un petit bébé de 5 mois maintenant, que j'ai choisi de faire naître dans un monde qui va sacrément se réchauffer. Et du coup, je suis devenu entrepreneur malgré moi, c'est-à-dire que j'ai créé et cofondé 4 entreprises, alors qu'à la base, j'étais plutôt un étudiant qui manifestait contre les entreprises. Et je suis un passionné d'organisation humaine. C'est-à-dire que ce qui me motive moi dans la vie, c'est les groupes de personnes qui vivent un moment fort ou qui travaillent efficacement ensemble. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment magique, ça peut être d'un week-end entre potes, voire même à l'échelle d'un pays. Qu'est-ce qui fait qu'on vit pacifiquement les uns à côté des autres? Et ça, c'est mon kiff et ma spécialité à côté de mon parcours entrepreneurial. Justement, est-ce qu'on pourrait revenir sur la période avant de ces entreprises-là, quand tu étais étudiant, voire même un peu avant? Comment tu voyais le monde? Comment tu imaginais ton avenir aussi? Yes, y a pas grand monde qui sait ça. Donc là, je le balance et ça fait un peu chelou, mais souvent on me dit c'est quoi tes modèles? Et je dis j'avais quand j'étais gamin, j'étais assez neutre dans ma famille. On m'a pas spécialement influencé sur quoi penser. Et il y a 2 personnages qui m'ont marqué, 2 personnages, je pense imaginaires. C'est Jésus-Christ et Donald Duck. Alors du coup, ça fait beaucoup rire les gens, surtout que je suis pas du tout croyant. Mais voilà, j'ai fait du caté quand j'étais gamin et je captais pas vraiment ce que je foutais là. Néanmoins, la vie de Jésus, elle m'a marqué parce que je voyais un gars qui, chaque fois qu'il allait quelque part et qu'il voyait une injustice, il disait bah non mais on va pas faire comme ça, on va faire autrement. Et tout le monde disait mais non c'est pas possible, il faut faire comme ça. Et du coup à chaque fois bah non il allait contre ce qui se passait et il améliorait globalement la vie des gens. Et puis Donald Duck parce que c'est un gars qui est maladroit, qui est pas forcément très compétent, mais il y a un truc qu'on peut jamais lui reprocher à Donald, c'est de toujours s'arracher pour les siens. Et il a un sens de l'abnégation, du sacrifice personnel pour se donner pour les autres. Et quand tu mets ces 2 trucs bout à bout, bah c'est vraiment déjà un peu le cœur de ce qui m'a beaucoup influencé. Et une 3e chose qui m'a beaucoup marqué quand j'étais gamin, c'est une finale de foot en 93, Marseille qui bat Milan. Je savais même pas ce que c'était le foot à l'époque. Et j'ai vu, après cette victoire, j'avais 8 ans, j'avais vu des gens heureux partout en France qui fêtaient ça. Il y a un truc hyper collectif. Et je pense que de ma vie, j'avais jamais vu autant de mouvements de joie. Et donc, j'ai voulu devenir footballeur professionnel. Bon, le problème, c'est que j'étais une grosse quiche. Donc, du coup, je suis jamais devenu footballeur. Le problème, c'est que j'ai voulu être footballeur jusqu'au lycée, quoi. Et donc, à un moment, ça fait des années qu'on commence à te tanner sur ton orientation. Footballeur.
Alors, le mieux que j'ai fait, c'est des présélections départementales, tu vois? Donc, autant te dire que et je les avais faites à 12 ans, donc quand j'en avais 16, je savais que c'était déjà bien loin derrière moi le foot. Le problème, c'est que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, juste que je voulais pas, me buter au travail, me signer au travail. Alors j'avais le bac S, j'avais des bons résultats, donc je pouvais faire un peu tout ce que je voulais, mais, je savais pas ce que je voulais faire. Et un peu par hasard, je suis arrivé à des portes ouvertes d'études de droit et on m'a vendu, je pense, de la socio. On m'a dit oui, en faisant du droit, vous allez comprendre comment interagissent les humains en société, comment ils s'organisent, etc. Ouais, ça me fascinait parce que tu vois, rendre des gens heureux, alors footballeur, hein, parce que du coup, quand tu rends des gens heureux avec une passe, un but, un truc, tu fais chavirer, voilà, un stade, un salon ou un pays, je trouvais ça dingue. Et donc au final, je me suis dit bah ouais, ça m'intéresse de rendre les gens heureux, de comprendre qu'est-ce qui les gens rend heureux, etc. Et j'ai fait du droit où je n'ai absolument pas appris quoi que ce soit à ce sujet, juste un peu plus de rigueur personnelle. Et c'était à l'époque notamment les grandes années du CPE, donc contrat première embauche, un truc où en gros on pouvait se séparer d'un salarié au bout de 2 ans parce qu'il pendant 2 ans sans raison, une sorte de période d'essai de 2 ans. Donc ça, je trouvais ça quand même pas très juste, donc ça m'allait pas trop et j'ai beaucoup manifesté là-dessus. Je sais pas si vous voulez relancer sur une question là ou si je poursuis. Non, tu peux poursuivre. Ah ouais. Donc on voit du coup jusqu'à tes études où t'étais un peu bercé par les idées, surtout. Ouais, énormément. Mais c'est seulement autour de mes 18 ans, ouais, que j'ai un peu comme Candide, quoi, qui sort de son jardin ou de son château, je sais plus dans quoi il habite, et qui se rend compte qu'il y a des injustices. Et moi, la première que je découvre vraiment, c'est, bah, il y en a deux coup sur coup. C'est Le Pen qui arrive au deuxième tour, où là, pour moi, c'est un séisme quand même. Qui est quand même un peu l'incarnation de on ne peut pas vivre ensemble les uns avec les autres, alors que moi, mes idéaux, c'est on est censé tous vivre en paix. Et la deuxième, c'est la guerre en Irak, qui est quand même basée sur un mensonge éhonté devant l'ONU, qui est censé quand même garantir un peu de nouveau la paix entre les États. Et là, ça m'a perturbé, donc ça a été mes premières manifestations. Non, et encore, non. Je suis jamais allé manifester sur aucun de ces deux trucs, parce que j'avais 16-17 ans, que pour moi, je sais pas, il y avait les foules, ça faisait peur. Enfin, c'était de nouveau pas dans mes codes familiaux, il y avait un truc. J'étais un peu frustré de ça, je pense, tu vois. Mais ça m'a dit, ah ouais, en fait, le monde, il est pas juste. Et donc, peut-être, il faut faire un truc. Mais c'était beaucoup basé, du coup, sur des idées. J'ai essayé un petit peu de l'associatif, donc j'ai fait des permanences pour aider des gens victimes de discrimination au travail, à l'embauche, au logement, à se défendre. Et voilà. Et en bout de ça, j'arrive donc fin de mes études, je sais pas trop ce que je veux faire et je veux partir faire de la solidarité internationale parce que je me dis bah là je vais aider des gens, je vais rendre des gens heureux. Et donc après mes 4 ans de droit, je fais une année à l'IAE de Lyon en management et administration des entreprises. Globalement, c'est une formation généraliste à la gestion d'entreprise au sens large. Ça peut être associatif ou autre, mais on te voit, tu fais un peu de la compta, de la com, des RH, du management, tu fais un petit peu de tout, quoi. On avait une petite devise qu'on avait inventée, c'était bon à rien, apte à tout. Très généraliste. Comment est-ce qu'à l'époque, tu te projetais dans le monde professionnel à la suite de ton diplôme? Franchement, c'était l'enfer, hein. C'était comme pour le lycée, tu vois, c'était un peu je repousse parce que je sais pas ce que je veux faire. Et d'ailleurs, je pense que c'est un truc flippant et angoissant que de demander à des collégiens ou des lycéens ce qu'ils veulent faire alors qu'ils sont rien vu de la vie. Et pourquoi la reproduction sociale, elle fonctionne si bien, c'est que c'est juste quelque chose de très rassurant et pour nous et pour les parents. Et en même temps, des fois, ça peut créer des tiraillements parce que on sait pas vraiment si c'est ce truc-là qu'on voulait faire. Je pense qu'on devrait faire une année de césure quand on a enfin réussi ce bac qui est une sorte de truc de il faut le bac. Une fois que tu l'as, tu te rends compte que en fait, ça servait à rien. Mais si on pouvait se poser et découvrir un petit peu le monde à ce moment-là, déjà, ça serait chouette, je pense. Bref, donc non, beaucoup d'angoisse et puis même à la fac, hein, parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. La magistrature m'a intéressé parce que je me suis dit bah là on peut résoudre un petit peu des problèmes de société. Prof aussi m'a intéressé aussi à un moment. Comment tu peux à ton échelle contribuer à améliorer un peu la société. Et puis après je te dis je me suis toujours tourné vers l'associatif où je me suis dit bah ok je travaillerai dans ces milieux-là. Et donc t'as fait ce fameux IAE parce que t'as eu un déclic avant ou c'est l'IAE qui a provoqué un déclic chez toi pour aller te dire qui t'a fait te dire bah moi j'ai peut-être envie d'aller dans le milieu entrepreneurial.
Non, alors l'anecdote, elle est drôle. C'est que globalement, je suis pris en Master 2 à Nice, en solidarité internationale, et je vais récupérer mon diplôme à la fac. Et je passe devant une pancarte, management, administration d'entreprise, je sais pas quoi, truc généraliste. Je suis très généraliste. Et ça m'intéressait quand même au fond de moi de rester à Lyon. Parce que j'avais une chérie que j'aimais beaucoup à cette époque. Et je pousse la porte de ce truc. Mais je veux dire, l'IAE, je savais même pas ce que c'était, alors qu'ils étaient dans ma fac depuis mes 4 ans d'études, quoi, tu vois, mais... Et finalement, je me dis, en fait, ce truc est un peu généraliste. Finalement, je pourrais rebooker sur d'autres trucs. Tu vois, l'espèce de sécurité, le fardeau un peu familial. Et je me dis, bon, avec ce truc-là, à mon avis, je pourrais quand même faire de la solidarité internationale, alors que l'inverse, peut-être plus compliqué et tout. Puis comme ça m'arrangeait de rester à Lyon. Bon, voilà. Donc au final, je suis resté, j'ai annulé ma candidature alors que j'étais pris à Nice. Et puis, donc, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et là, j'ai une pote, on regarde le film Ensemble, c'est tout. Je sais pas si vous l'avez lu ou vu ce film, mais pour résumer aux gens, à la fin, c'est un peu comme l'Incipit de Candide où il est heureux, il cultive son jardin, etc. Bah là, c'est la même chose, mais un peu version collective. Ils montent c'est des gens qui viennent de plein de milieux sociaux différents, qui deviennent amis. Et à la fin, bah, ils achètent un petit restaurant à la campagne et ils sont heureux, ils gèrent leur resto. Et donc avec ma pote, on commençait à se dire waouh, mais c'est trop bien, qu'il y avait aussi fait les manifs, on se posait beaucoup de questions sur est-ce qu'on peut être heureux au travail. C'était ça en fait qui moi m'angoissait. Je voyais beaucoup de gens tristes au travail. Et en fait, on se dit bah ouais, en fait si on monte son entreprise, on peut choisir les conditions de travail, on peut s'organiser et tout, c'est cool. Et là, elle me dit mais il y a Mehdi, il veut monter son entreprise. Et donc faut savoir que cette nana qui s'appelle Jessica, elle me dit mais Mehdi, ça fait des années qu'elle essaye qu'on devienne pote, mais ça marche pas plus que ça, quoi. On se croise en soirée, mais bon. Donc je me dis ouais, ok, super, encore ce midi, bon. Et puis elle me dit je lui dirai de t'appeler. Donc là encore, t'as tout le temps des gens qui te disent ça, il se passe jamais rien. Sauf que Mehdi, c'est pas un gars comme les autres. Mehdi m'appelle vraiment un mois plus tard et il m'explique son projet de colo, où il veut faire en sorte que les enfants puissent développer un petit peu en découvrant plusieurs facettes d'un métier et tout, genre une colo foot, on va pas juste jouer au foot, on va être footballeur, arbitre, commentateur sportif, journaliste, et on va voir tout le monde du football comme ça. Donc je trouve ça rigolo, et il me dit je te recontacte à la rentrée, là je vais en colo, je vais mettre des sous de côté et tout, et puis voilà, puis septembre il se passe rien. Et puis fin septembre, ma copine me dit au fait ton copain là il t'a écrit, je t'ai pas remis le mail en non lu, donc j'ai failli ne jamais revoir ce projet et jamais faire tout le parcours que je vais vous décrire. Ça s'est joué à un mail non lu que ma copine a repensé en prenant le métro alors que la porte se fermait sur elle. Bref, vraiment ça s'est joué à rien. Et je vais le voir, du coup il me dit voilà, ça a pris un peu plus de temps, je voulais qu'il y ait 2-3 trucs de prêt avant que tu viennes, pragmatisme de Mehdi Colli, hein, voilà. Et donc c'est à ce moment-là que je vais le voir, il me parle de son projet de Vitacolo, je trouve ça assez dingue, et moi j'avais un temps partiel à cette époque-là, je dis je viendrai t'aider. Et c'est là que l'entrepreneuriat commence pour moi. Alors, ça commence comment? Donc son projet, son ambition, Mehdi, sa vision, c'est de dire il y a un problème dans le milieu des colos, il y a les colos pour les gens qui ont un peu d'argent, il y a des colos pour les gens qui ont pas d'argent, et puis les gens qui ont moyennement de l'argent, qui sont un peu exclus des colos. Donc il y a des colos très qualitatifs, très chers, des colos totalement à l'arrache du bétail à enfants, et puis au-delà des enfants issus des classes moyennes qui disparaissent des colos, il y a aussi les enfants en situation de handicap où eux, les organismes vont dire c'est trop compliqué, ils étudient pas trop le truc, voilà. Ou alors il y a des parcours du combattant pour les parents pour faire financer des animateurs en plus, etc. Et donc lui, son idéal, sa vision, c'est de dire il faut vraiment qu'on arrive à faire cet idéal de tout le monde mélangé ensemble. Donc des colos qualitatives, pas trop chères, avec des systèmes de bourse où on peut permettre à des gens qui n'auraient pas pu partir en colo, donc les classes moyennes, de partir avec un petit peu d'aide, parce que les gens qui ont pas trop d'argent, souvent ils sont un peu plus soutenus. Et il va y avoir aussi des aides pour les enfants en situation de handicap. Et donc tout ça, le nerf de la guerre, on sait que c'est l'argent, et on doit faire financer ces aides-là. Moi, je sors de quelques années de traumatisme dans les assos où quand des subventions publiques ou privées disparaissent, c'est tout ton projet qui est mis à mal, et donc tu cours après les subs. Et puis aussi, tu dois écrire des dossiers et rendre des comptes. Et mon petit côté anard fait que j'ai plus du tout envie de revendre ça, j'ai envie d'être autonome économiquement, parce que ça te permet d'être autonome politiquement. Tu peux faire ce que tu veux, tu dois rendre compte à personne. Et donc en fait, moi, mon entrée dans l'entrepreneuriat, finalement, elle se fait d'un côté
un peu rebelle de je ne veux rendre de compte à personne et je veux pas prendre du temps pour monter des dossiers, je veux prendre du temps pour former mes animateurs et mes animatrices. Et donc Mehdi, qui lui avait pas forcément ces visions-là, il me dit ok, vas-y, on tente le truc. Et c'est là qu'on tombe amoureux vraiment et qu'on travaille toujours ensemble à la création de Team for the Planet dont on abordera plus tard. Mais ça a été de se dire est-ce qu'on peut monter un projet entrepreneurial qui s'autofinance et qui a un impact positif sur la société. Notre indicateur de réussite, c'était le nombre d'enfants qui partaient en colo, qui n'auraient pas pu partir sans ça. Et pour l'anecdote, pour la faire courte sur Vitacolo, mais on pourrait y aller parce qu'il y a plein de choses à voir, mais c'est que 7 ans après, on est retenu par un organisme pour parler de notre innovation financière. Parce que autofinancer des aides au départ, c'est complètement dingue dans ce milieu-là. Et donc, j'ai devant moi 150 professionnels du métier. J'explique pendant 7 minutes comment on fait. Donc, c'est tout con, hein. Il y a des gens qui payent des colos et on utilise une partie de cette inscription pour faire des systèmes de bourse. Et donc, c'est juste, on mutualise, en fait. C'est tout bête. Et donc, il y a 150 personnes qui m'écoutent et à la fin, ils me disent, mais comment vous faites? Moi, j'étais tellement sur le cul de la question, je la comprenais pas. J'étais en mode, en fait, comment je fais? Je viens de l'expliquer. A priori, je suis pas un manche. C'est assez clair. Je comprenais pas trop. Et en fait, il y avait un sous-entendu, parce que j'ai demandé de repréciser. On m'a dit, mais en fait, vous payez pas vos animateurs. Je dis, si, on les paye tous dans la moyenne supérieure. Mais vous en avez pas beaucoup. Je dis, si, on a 1 pour 5. 1 pour 5, c'est le taux record en France. Il y a de très rares organismes qui font pareil. Mais du coup, vous dormez dans des tentes. Non, on a des logements durs, c'est des chambres de 2 à 6, il y a des douches. Et en fait, cette personne, à travers ce comment vous faites, c'était plus, elle est où l'arnaque? Et donc, je réponds à toutes ces questions, il n'y a pas d'arnaque, on est hyper chaud depuis des années pour aider d'autres à faire comme nous, etc. Et je me dis, bon, bah ok, plus de questions, c'est la pause déj, peut-être qu'on va m'inviter à manger avec les gens, peut-être qu'ils sont un peu timides. Rien. Peut-être que plus tard, ils nous recontacteront. Rien. Et en fait, il y avait, alors que eux prônent cette mixité, et ben parce que tu viens perturber leur organisation au lieu de venir te dire venez nous apprendre et on fait ensemble et on vient dans le bien collectif, et bien t'es un peu mis de côté parce qu'ils se disent il y a un loup, et au lieu de vérifier qu'il y en a pas, et ben voilà. Donc ça a été une petite tristesse sur la fin de mes années Vitacolo, mais bon, c'est comme ça. À la fin de l'expérience Vitacolo, en tout cas pour ta part, t'es parti sur un autre projet complètement différent. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Alors déjà, je voulais préciser un point, c'est que Vitacolo, la personne qui l'a porté et transformé la vision, c'est vraiment Mehdi. Moi, j'ai backé Mehdi. Comme dans le rap, voilà, il y a des backers. Moi, j'étais un backer de Mehdi. Et j'ai beaucoup appris, observé. On s'est nourris l'un de l'autre. Mais Mehdi était plutôt un faiseur et moi, j'étais plutôt un architecte. Et je venais cadrer, améliorer. Et heureusement, Mehdi, à chaque fois, m'écoutait et améliorer, etc. Donc, il y a eu cette complémentarité. Par contre, en effet, pendant Vitacolo, moi, je suis parti traverser toute la France à pied et je frappais aux portes des habitants. Je suis parti tout l'automne et l'idée, c'était d'aller voir ce qui se faisait, qui prenait soin de la terre et des hommes et des femmes. Et c'était de septembre à décembre. Et là, moi, j'en fais un parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que quand tu commences ça, tout le monde te dit c'est pas possible. Ce qui est très drôle, c'est que les gens qui te disent ça, ils l'ont pas plus fait que toi, mais eux, ils se donnent le droit de l'affirmer. Et moi, je voulais l'expérimenter. Et donc, du coup, je l'ai fait, je suis parti, totalement à l'arrache comme d'hab, c'est-à-dire que je savais pas par où passer. Donc, une semaine avant de partir, j'ai dit, je vais longer la Loire, au moins, j'aurais pas me faire chier avec des cartes. Donc, j'ai quand même acheté des cartes. Je suis allé jusqu'à Angers. Ensuite, j'ai pris plein nord, et puis voilà, je suis reparti, Fougères, Rennes, je suis repassé Golfe du Morbihan. J'ai plein d'anecdotes aussi là-dessus, mais cette idée, juste, c'est de se dire, je voulais voir ce qui prenait soin de la terre et des hommes, parce qu'en 2010, on parle pas trop encore du local et autres, ça commence un tout petit peu. Mais je voulais ce fil rouge. Et surtout, moi, ce qui m'animait, c'était les gens. Et je voulais croire en les gens. Je commençais un peu à en douter. On me traitait tout le temps de bisounours, machin. Les gens, ils sont bons et tout. Et donc, forcément, on me disait, les gens t'ouvriront jamais. Bon, la réalité, c'est que pendant 3 mois, tout le monde m'a ouvert. Et ce qui est drôle, c'est que à la fin, les gens qui me disaient ça marchera pas, ils me disaient ouais, ça a marché, mais parce que, tu vois, ils se raccrochaient à un truc. Je dis parce que quoi? Parce que c'est des gens comme toi. Je dis c'est quoi? Des gens comme moi, des gens un peu jeunes, un peu écolo, machin. Non, pas du tout. Là encore, pourtant c'était écrit sur mon blog, fallait le suivre. Non, je rigole. Mais oui, c'est pas du tout. Les gens qui m'ont ouvert, ils avaient de 22 à 65 ans. Il y a des gens de plus de 80 balais qui m'ont invité chez eux à boire et manger, pas à dormir. Là, pour le coup, je sentais qu'au-dessus de 65 ans, on m'ouvrait plus pour dormir. Souvent, c'était des personnes isolées aussi, donc je peux comprendre.
Mais en tout cas, les gens m'ont ouvert toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les compositions familiales, toutes les régions, tout. Enfin voilà, il y avait pas un pattern qui ressortait. Et donc bah ouais, les gens sont accueillants. Donc c'était pas une histoire de chance. Non. Mais c'est important de le rappeler. Bah ouais, et tu vois, avant on me disait bisounours, bah maintenant tu peux, enfin, j'en doute plus, je comprends que les gens me disent encore ça, mais je l'ai trop expérimenté au-delà de cette expérience-là, dans ma vie et tout, des gens qui vont t'aider, il y en a partout, partout. Et ça te guide encore aujourd'hui, du coup, dans les actions que tu entreprends? Cette expérience-là, elle t'a forgé quelque chose? Ouais, ma croyance en la bonté humaine, ouais, de fou. En tout cas, c'est ce qui fait que je me lève le matin, sinon c'est pas possible. Mais l'optimisme est un biais cognitif, j'ai appris ça. C'est un regard sur le monde. Par contre, il m'apporte tellement d'énergie que j'en ai rien à faire que ce soit un biais. Je l'entretiens. Et quand tu te mets en action, on peut en parler aussi, mais quand tu te mets en action, il y a tellement de choses positives qui t'arrivent. Alors, c'est pas de la pensée magique, c'est-à-dire, c'est pas parce que tu fais des trucs cool qu'il se passe des trucs cool. J'ai traversé plein de galères dans ma vie, même en faisant des trucs cool. C'est pas du tout ce que j'essaie de dire. J'essaie juste de dire que parce que tu fais des choses, en fait, tu provoques le chaos. Et comme tu rencontres plein de gens, bah, il y a forcément des gens cool qui viennent se mettre sur ton parcours. Mais c'est pas toi qui les provoque, c'est du pur hasard. Et donc, après cette expérience Vitacolo et cette marche de 4 mois en France où Ouais. je suis allé dormir chez différentes personnes, qu'est-ce qui s'est passé dans quel projet est-ce que t'es parti? Ben, j'avais dit de façon provocatrice à mon dernier prof que j'avais pas aimé, un prof de RH qui disait comment vous voyez votre carrière, et je détestais ce mot. Forcément, c'était une angoisse d'étudiant depuis que j'étais petit en fait. Donc j'avais écrit bah moi je vois pas de carrière, je vois juste le vent, les marées et je me laisserai porter et tout. Mais je le fantasmais même pas vraiment parce que c'est un peu flippant, tu vois. Et en fait, c'est vraiment comme ça que s'est passée ma vie parce que déjà bah Vitacolo, tu vois le délire, je me suis raccroché à ça et voilà, on a fait Vitacolo avec Mehdi. Et puis à la fin où j'ai recruté mon successeur, je peux plus faire machine arrière, je fais waouh, c'est chaud. Et on part dans un délire avec des potes de monter un bar et tout, où on pourrait voir des compétitions de jeux vidéo. Un peu comme on va voir des compétitions de rugby et de foot dans un pub, tu vois, trop bonne ambiance, tu discutes avec des gens, c'est le feu, tu vois. Ça, j'aime bien cette ambiance-là. Et du coup, on se disait, ça existe pas pour les jeux vidéo, il y a des grandes compétitions, il y a des gens très joyeux qui viennent et tout, il faudrait qu'on fasse ça. Et donc c'est comme ça que ça commence. Et en fait, là encore, il y a l'idée, tu vois, il y a l'excitation, on fait des trucs. Et puis au bout de 3 jours, le truc retombe totalement, quoi. Tu vois, là, je suis au chômage, j'essaie de trouver une alternance, bref. Puis il y en a un quatrième qui rallume la flamme, il dit non mais les gars, faut qu'on fasse une réunion et tout. Et ce que j'avais appris à cette époque-là, c'est que les idées, ça servait à rien. Après Vitacolo. Et j'avais dit les gars, on fait une réunion, mais vraiment, on fait pas un brainstorming, quoi. Vraiment, ça sert à rien. Pour réussir un projet entrepreneurial, il faut du temps et de la thune. Ou au moins un des deux. Si t'as ni l'un ni l'autre, si t'as que des idées, ça sert à rien. Et on fait cette réunion, je sors, je suis vénère, parce que on a fait un brainstorming. Et il y en a un, le quatrième, là, justement, il me voit, il me dit qu'est-ce qu'il y a et tout. Bah, ça sert à rien ce qu'on a fait, machin. Il fallait parler de temps, de thunes. Moi, à la limite du temps, j'en ai. Il me dit, ah, mais machin, il a dit que tu pouvais mettre beaucoup de thunes. Vraiment beaucoup, tu vois. J'étais un peu sur le cul, je dis pourquoi il en a pas parlé, et puis je me vexe un peu, je me dis, ok, il fait le malin, ben, moi, je vais étudier le dos de comment monter un bar. Puis on verra quand il faudra mettre la thune. Et ce gars-là a failli mettre 0. Il prenait de mettre 100 000 balles à l'époque. Et un jour, il me dit 0. Néanmoins, comme j'avais commencé un petit peu à bosser le truc et tout, il y a d'autres personnes qui ont voulu mettre de l'argent. Et puis à un moment, il fallait mettre de l'argent. J'avais trouvé un fonds de commerce. Fallait dire, les gars, on met combien? Et tout le monde a mis de la thune. Et même lui, à ce moment-là, quand il dit 0, il peut plus trop mettre 0 non plus, quoi, tu vois. Et donc, il remet un peu comme tout le monde entre 10 et 20 000 balles. Et donc, bah, j'ai un budget, j'ai un fonds potentiel. Et là, ça y est, j'ai ma vision. Je me lève une nuit et tout, j'écris le truc. Waouh, on sera accueillis comme ça, il y aura une bonne ambiance, les gens pourront se rencontrer. Tout ce qui, moi, me manquait en tant que je vais dans des bars, tu vois. Et ce qui, pour moi, est la vision d'être un bar, pour rencontrer du monde. Mais ça se fait pas. Il y a une vision que tout le monde prône, un peu comme dans les colos, il faut qu'on se mélange tous, mais il y a 0 action qui va en face. Bref, j'écris ce truc-là. 2 jours après, plus rien. Alors que pendant 24 heures, surexcité, j'en parle à tout le monde, tout le monde dit ouais, c'est trop bien, c'est trop bien, trop bien. Ça, c'est l'idée, tu vois, tout le temps. Ne demandez jamais à vos potes si votre idée elle est bonne, ils vont forcément vous dire oui, ils veulent vous encourager à le faire. Même si elle est nulle, ils vous diront qu'elle est bien. Et en fait, je recroise Mehdi, prends des encres crémaillère chez moi, et je lui dis Mehdi, plus rien qui marche, je comprends pas. Et il me dit bah en fait c'est normal, Nico, lui il avait remonté une autre boîte déjà en parallèle.
Lui, c'est le faiseur. Moi, je lui dis, je suis pas le faiseur. Je suis l'architecte. Et il me dit, ton idée, elle est bien. Maintenant, faut que tu te foutes dans la merde. Lance-toi. Lundi, t'appelles des agences, tu visites des lieux. Et quand t'as un lieu, tu vas voir des banques, tu chopes un prêt. Quand t'as le prêt, tu vois, il y a tout qui va aller. Et je vous jure, c'est pas du storytelling, c'est texto comme ça que ça s'est passé. Le lundi, j'ai pris le téléphone. Le jeudi, en semaine, j'ai visité quelques lieux. Et le jeudi, je savais que celui que je visitais le vendredi, je le connaissais. C'est celui qu'il nous fallait. Petite réunion entre associés, le dimanche, on sort de la Saint-Élion, on vient la tête dans le cul ici faire un brunch pour que tout le monde voit, les conjointes, à quoi ça ressemblerait. On dit ok, on y va. Le jeudi de la semaine suivante, on fait une offre, c'est signé, bam, 15 jours après, on signe le compromis. Tu fais le tour des banques, j'ai chopé un prêt, et voilà. Mais là, t'as pas le temps de réfléchir. T'es obligé déjà de pipoter les banques en disant, bah oui, j'ai déjà travaillé dans la restauration. Pas du tout. Pas du tout. Moi, c'est mes confrères. J'avais tellement peur de mes concurrents que je suis allé serrer, à les présenter à tout le monde. J'avais tellement peur qu'on me jette des cailloux que je suis allé dire bonjour, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais faire ça et tout. Et tout le monde m'a aidé. Tu vois, les concurrents, en fait, c'est pas des concurrents. C'est des gens, si tu vas leur parler, c'est des humains. Et ils t'aident. Donc, ils m'ont appris à tirer des bières, changer des fûts, à trouver des caisses, à trouver des fournisseurs. Ils m'ont tous aidé. Je n'aurais pas pu monter le bar sans eux. Bref, et donc du coup, voilà, ça se fait comme ça. Ça se fait sans jamais s'arrêter, mais en tout cas, c'est pas juste de l'idée, c'est parce qu'il y a des petites actions qui se mettent bout à bout, et puis à un moment, une grosse contrainte financière, c'est que tu dois 120 000 balles à une banque, et puis 50 000 balles à tes potes, quoi. Donc là, t'y vas. Donc, tu as créé un bar qui s'appelle l'Athénium à Lyon, là, là où on est actuellement, en partant de rien, Ouais. en n'ayant absolument aucune idée de comment ça fonctionnait. Oui. Donc, ça veut dire que là, tu t'es transformé en faiseur totalement, là. Ouais. Bah là, c'est ma petite fierté personnelle, c'est que Mehdi, d'ailleurs, je crois plus tard, il le dira. Je sais plus. Mehdi, je m'excuse si jamais c'est pas le cas, mais je crois qu'il dira, franchement, j'y croyais pas. Parce que tu me connais méga bien, forcément. C'est un gars qui me connaît ultra bien. Mais je le sais, hein, ma motivation, ça a été que les gens comptaient sur moi et que tout le monde attendait et je voulais pas décevoir. Ça, c'est mon moteur. Donc, ouais, j'ai jamais travaillé. Et anecdote drôle, tu vois, il y avait souvent des gens, ils me disaient, ah, du coup, t'as fait ton rêve, parce qu'il y a plein de gens qui rêvent de faire un bar. Chaque fois, je disais, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai fait ça parce que tout le monde comptait sur moi dans l'exécution, quoi, tu vois. Dans ce bar-là, justement, est-ce qu'on pourrait parler un peu de tu parlais de ce qui te passionnait, c'était aussi les collectifs, l'organisation humaine et aussi l'aventure à plusieurs. Et là, bon, il y a l'aventure à plusieurs avec les associés, il y a l'aventure à plusieurs aussi parce que tu as plusieurs personnes qui bossent dans ce bar-là. Comment toi tu vois les choses, d'organiser tout ça? Est-ce que tu es un peu le metteur en scène? Ouais, bah alors déjà, j'ai voulu apprendre mon métier. C'est-à-dire que, à l'époque, on se disait, il y aura de la chouffe, mais il y aura des bonnes bières, il y aura de la Grimbergen. Et du coup, et en même temps, bah, j'ai vite découvert que c'était de la merde. Et les samedis après-midi, j'avais pas de clients parce que j'ai ouvert au printemps-été, donc en gros, j'ai pas de terrasse, donc les gens venaient pas. Donc j'étais sur ma caisse, qui est en fait un ordinateur. Donc j'allais sur l'encyclopédie de la bière et je disais des trucs sur la bière. Tous les après-midi, je passais des heures à apprendre des trucs. Mon distributeur aussi m'a appris beaucoup de trucs. Donc déjà, fallait quand même apprendre un peu mon métier, tu vois. Donc bah j'ai appris comme je pouvais. Et puis au bout d'un moment, j'ai recruté des gens plus compétents que moi. Et donc j'ai une de mes serveuses qui s'appelle Juliette, qui va monter son affaire, je lui souhaite là. Elle est en train. Qui elle faisait ça depuis qu'elle avait 16 ans. Et quand elle est arrivée, elle avait 23 ans. Et donc première serveuse avec qui on était en duo, parce qu'on était un tout petit bar à l'origine, avait pas plus fait de restauration que moi. Mais voilà, on y allait à l'énergie, voilà, on faisait le truc. Mais par contre, elle m'a appris l'exigence du métier et elle m'a appris à être pro dans le métier. Et donc, je lui dois beaucoup. Je lui ai appris aussi des trucs, elle me l'a dit plus tard. Mais en tout cas, il a fallu structurer. J'ai appris la rigueur. J'ai appris dans la restauration, on dit toujours, jamais les mains vides. Tu fais un mouvement, il faut toujours qu'il serve à quelque chose. Voilà, t'arrêtes de brasser de l'air. Et donc, le collectif, alors déjà, moi, forcément, j'angoissais du travail, donc je voulais que les gens, ils soient pas malheureux au travail, alors si possible heureux. Mais en tout cas, j'ai toujours tout fait pour que les gens, ça soit transparent, que les gens aient accès aux infos, que les gens se sentent bien, que les gens soient respectés, etc., avec les contraintes d'une organisation entrepreneuriale, mais bref. Et il y avait un moment, je sentais que on commençait à parler de Team for the Planet, et donc je me suis dit, bon, ben, faut que ça tourne sans moi. Et en même temps, je voulais pas avoir de chef, moi, à titre personnel. Donc je me disais, attends,
dans la restauration, ils font quoi? Ils mettent un sous-chef, sous le chef. Et donc, il y a des gens qui ont un chef, mais c'est incohérent. Je veux pas ça. Et c'est là que Mehdi, de nouveau, lui, m'a parlé de l'entreprise libérée, qu'au début, il m'en parlait, mais ça m'intéressait pas trop. Et quand j'ai mis mon nez dedans, notamment le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations. Donc, en gros, c'est un côté très anard que j'aime bien. C'est de l'auto-organisation. Comment les gens sont en capacité de faire bien leur travail. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à des fausses croyances, que si tu cadres pas les gens, en tout cas, c'est le bordel. En vrai, pas du tout. La plupart des gens sont très professionnels dans le métier. Ils sont autonomes dans leur vie perso. Et c'est pas parce qu'ils passent le pas de la porte qu'ils deviennent des enfants à surveiller. Donc, en fait, si ils sont dans un cadre de travail, il faut quand même poser un cadre clair. Ici, c'est rendre les clients heureux. À partir du moment où ça leur convient, que tu peux leur laisser énormément de liberté. Notamment, j'ai jamais fliqué leurs horaires s'ils arrivent en retard ou pas. Ils ont les cartes bleues de la boîte et je m'en servais tellement pas que quand je devais m'en servir, je devais leur redemander à mes salariés le code de la boîte. Mais jamais personne fait ça. Et du coup, on me disait, mais du coup, tu contrôles ce qu'ils dépensent. Non, vraiment pas. C'est un truc que j'aime encore moins, c'est lire mes relevés de compte et vérifier s'ils ont pas dépensé 30 € dans un truc qui sert à rien. Peut-être qu'ils l'ont fait. Mais ça a pas coulé le bar, il a 8 ans le bar, donc tout va bien. Donc, tu fais confiance aux gens pour le travail qu'ils font. Et s'ils font des bêtises de temps en temps, bah, c'est pas très grave, ils apprennent. Comme moi, j'en ai fait plein quand j'ai monté mes entreprises. Donc, en gros, je leur mettais des méthodes entrepreneuriales où je leur laissais faire des choses et je leur laissais faire des bêtises. Et je préférais qu'ils tentent 10 choses, qu'ils en échouent 10, plutôt qu'ils en tentent 0. Et là, je suis sûr qu'ils vont jamais échouer. Alors, par contre, je suis sûr qu'ils vont jamais rien réussir. La vérité, c'est que quand ils entreprennent 10 trucs, c'est évident qu'ils en réussissent plus qu'ils n'en échouent. Mais ça, tant que tu te le dis pas, bah, tu te dis, non, il faut que je contrôle, il faut que je verrouille. Et moi, ça, les entrepreneurs contrôleurs, ils me font flipper. Je suis pas comme ça et j'ai essayé beaucoup de trucs. J'ai eu de petits échecs, mais voilà. Et l'entreprise libérée, ouais, ça fonctionne dans l'organisation. Le nerf de la guerre, c'est quand même un bon cadre, très clair, très sain, sur là où tu veux aller, sur ta vision. Et aussi de t'entourer de bonnes personnes. Là encore, il te faut des bons faiseurs. Et donc, cette Juliette, je lui dois beaucoup. Des fois, je dis beaucoup l'entreprise libérée. La réalité, c'est que dans le recrutement, il y a eu des personnes un peu phares qui ont porté cette organisation libérée, et puis des gens qui ont plutôt suivi. Et je pense que dans les dynamiques collectives, il y a beaucoup toujours quand même comme ça. Toujours une ou deux personnes qui vont porter, être des faiseurs, et puis d'autres suiveurs qui vont venir renforcer, améliorer, baquer. Et c'est pas juste l'entreprise libérée qui fait que ça tient. D'ailleurs, moi, quand j'ai monté Time for the Planet, j'étais moins en présence ici et moins leader de ma vision. Et avec le temps, ça s'est dégradé, la qualité d'auto-animation, parce qu'il y a un petit peu de turnover, les nouveaux qui arrivent, ils sont pas forcément si bien formés à ta vision, ou ils vont retenir que les trucs qui les arrangent, moins les trucs qui leur font chier, etc. Donc, dans une entreprise libérée, je pense qu'il faut toujours un ou une leader qui porte sa vision et son cadre, des personnes ressources qui vont avoir des responsabilités. Mais par contre, il y a un rôle clé, c'est qu'il n'y a pas de supérieur hiérarchique ici. Il n'y a pas de cadre. Par contre, il y a des vrais responsables du bar, de la cuisine, de la déco, du ci, de ça. Et ils ont une autonomie dingue sur le faire. Et est-ce qu'on se rapproche des modèles de duocratie, de holacratie qu'on voit apparaître aussi? Alors, je les connais pas trop, donc je pourrais pas répondre parce que j'ai pas la théorie de ces modèles-là. Mais dans ce que je comprends, c'est un petit peu des cercles et de l'auto-organisation, c'est un petit peu ça. Bah, ici, par exemple, on fait la chasse aux réunions. Il y a quasiment jamais de réunions. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait perdre du temps et que la plupart des réunions, c'est surtout une personne qui a besoin d'expliquer, d'expliquer qu'elle existe, tu vois, des rôles un peu de pouvoir aussi et autres. Et que souvent, dans les réunions, on va demander, ou alors, à l'inverse, quand on va demander l'avis à tout le monde, ça, c'est les deux extrêmes. Soit, un truc où t'as un gars qui va te faire de la descente, mais qui sert à rien pour le travail au quotidien des gens, donc tu fais perdre du temps aux gens. Soit un truc où tu veux faire des réunions où tout le monde participe, et là tu vas demander l'avis à des gens qui n'ont pas besoin de donner leur avis. Moi j'adorais quand ma cuisinière expliquait à un client, non mais tu vois ici par exemple, bah moi j'aime pas les bières, bah on me fait pas participer aux réunions où ils décident de la bière. Mais c'est génial. Moi le nombre de fois on m'a demandé mon avis sur des sujets que je maîtrisais pas, ça te met pas bien en fait. Donc, on fait la chasse aux réunions. Les réunions, ici en tout cas, doivent servir que à de la coordination. Tu vois, typiquement, là, on a renouvelé l'intégralité du staff. On a un gros événement qui arrive à la fin du mois, c'est l'anniversaire de l'Athénium. Et en fait, c'est que des gens qui ont jamais fait cette organisation. Donc, c'est évident qu'il va falloir que je leur explique, il va se passer ci, ça, comment on fait ça, etc. Mais mon équipe précédente qui en a fait plein, au début, il y avait des réunions, les premières années. Après, ils en faisaient plus du tout. Pourquoi? Il n'y a pas besoin. On va pas faire des réunions s'il n'y a pas besoin.
Donc c'est des trucs comme ça que j'ai mis en place dans le management. Ouais. Et pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, les entreprises majoritairement sont... quand on pense entreprise, on pense avec un patron qui décide de manière verticale et qui n'inclut pas dans la décision stratégique la réalité des travailleurs qui bossent dans son entreprise. Ouais. Ben, je te dis, hein, si on caricature, déjà, il y a ces deux extrêmes de un qui va décider pour tout le monde ou de tout le monde qui va essayer d'auto-décider tout. Je pense qu'il y a des écueils dans les deux, dans le tout vertical et dans le tout horizontal. Du coup, des fois, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, ici, c'est oblique ». Et je pense que dans l'oblique, tu peux mettre en place des systèmes où il y a des responsables, tu peux laisser faire plein de choses. Pourquoi dans d'autres organisations, il y a des dynamiques collectives, ce que j'appelle soit d'une part les petits chefs malveillants, des gens à qui tu vas donner du pouvoir sur les autres. Alors le pouvoir, ça veut dire qu'ils ont une capacité à empêcher ou à initier quelque chose, une action. Et selon du coup leur bon vouloir, c'est ça qu'on appelle le pouvoir, eh ben ils vont freiner ou lancer des trucs tout pourris. Donc ces personnes qui ont du pouvoir, faut être capable de les identifier. Et si elles utilisent bien ce pouvoir, de les valoriser, de les faire monter en responsabilité, en compétence, en tout ce que tu veux. Et si à l'inverse, elles vont avoir des actions passives ou actives qui vont mettre en péril le travail d'autres personnes, en fait, il faut les sortir des organisations. Mais souvent, on n'ose pas trop les sortir parce qu'on se dit « Ouah, mais comment je vais les remplacer ? Il faut remplacer quelqu'un, ça se passe pas si mal, etc. » Sauf que malheureusement, en dessous, ça peut créer beaucoup de malheur. Et beaucoup de gens qui vont partir parce qu'ils veulent plus subir un petit chef qui pourrait être maltraitant. Tu pourrais un chef qui va aussi avoir dans un système pyramidal, s'il ne fait pas ce qu'il est censé faire, et ben en fait, les gens en dessous, c'est tout leur travail qui va être grippé. On attend que le responsable de service fasse le truc, il le fait pas, et en fait, on va tous s'user. Et presque, on va se caler sur lui, parce que si lui, il fait pas et que finalement, il n'y a pas de sanction sur sa gueule, on va tous lever le pied aussi. Et c'est ce qui peut créer de la démobilisation dans les organisations. Alors qu'à l'inverse, quand tu as un responsable d'un domaine, d'un service qui est hyper actif, qui fait son truc, qui se met au service de son collectif dont il a la responsabilité, eh ben ça vient créer un modèle inspirationnel autour de ça et tout le monde fait. Et à l'inverse, quelqu'un qui va devenir un peu malveillant, maltraitant au milieu de ça, il va se faire sortir tout de suite. Ça, c'est une question que le chef d'entreprise, il y a 3 choses dans une organisation humaine. Et ça peut être un week-end entre potes. C'est la même chose, c'est le même mécanisme. Il y a une gouvernance. Qui possède et donc qui est censé décider. Je te prends l'exemple d'un déménagement. Tu as un déménagement, celui qui est censé posséder, gouverner, c'est celui qui organise le déménagement. Mais ensuite, tu as la notion de pouvoir. Qui a de l'influence sur les prises de décision et l'organisation? Parfois, c'est pas cette personne-là. Ça peut être le meilleur pote, le ou la conjointe, voilà. Donc en fait, le nerf de la guerre, il va être aussi sur ce pouvoir. Parce que lui, il a une vision, et lui, il a du pouvoir. Donc, déjà, ça peut frictionner. Et après, tu vas avoir une culture, c'est-à-dire les habitudes, les codes, le langage, les pratiques qu'il y a entre tout le monde. Et donc, dans un déménagement, on peut se dire, on va bien déménager, se comporter comme ça les uns les autres. Quand ces 3 trucs-là sont bien alignés, que tu as celui qui est censé posséder, qui a aussi le pouvoir et qui, du coup, applique bien ce qu'il décide, c'est aligné, ça marche super bien. Si la réalité de ce qu'il dit et de ce qui est pratiqué, déjà, il y a un décalage, les gens qui sont censés s'activer là-dedans, ils sont déçus. Ah, on me dit que c'est la solidarité, mais en fait, c'est pas du tout solidaire dans la façon dont on travaille ensemble. Il y a de la déception, il y a de la maltraitance. Les gens qui ont du pouvoir peuvent être en désaccord avec les personnes qui ont la gouvernance. Et donc, n'importe quelle organisation humaine, et je reprends ton week-end de potes, un week-end de potes, tu peux dire, on va passer un bon week-end, celui qui décide ça, mais en fait, il y a une ambiance de merde parce qu'il y a une personne qui fait de la merde, qui veut tout contrôler ou j'en sais rien, et donc ça se passe pas bien. Il faut toujours identifier ces 3 points et les aligner. Il faut pas attendre que la direction ou l'entreprise change. Ça n'existe pas. C'est pas une personne qui pense et qui agit. Si tu veux vraiment au sein d'une organisation qu'il se passe quelque chose, si tu veux sortir d'une certaine souffrance, il faut identifier qui a du pouvoir. Il faut aller parler à lui ou à elle et uniquement à lui ou à elle. Tu pourras refaire monter tant que tu veux à la direction, au manager, au je ne sais quoi. C'est personne. Pourquoi? Parce que on va avoir un mécanisme assez naturel de fuite de responsabilité dans n'importe quelle organisation. Je me rends compte que dans mon organisation, quand je me donne trop, je prends des coups. Naturellement, je vais moins donner pour moins prendre de coups. Tu nous as parlé de l'entreprise libérée.
Est-ce que selon toi, c'est une des sources du bonheur au travail pour les salariés qui bossent chez toi? Ou est-ce qu'il y a autre chose finalement dans ton entreprise qui leur procure du bonheur, au-delà du fait de servir des bières et d'être dans un cadre avec une bonne ambiance? C'est une très bonne question. Je pense que l'entreprise libérée ne convient pas à tout le monde et peut mal utilisé, pour le coup, grand pouvoir, grande responsabilité, maltraiter des gens. T'as des gens qui vont se donner beaucoup, euh, et du coup, qui vont être en souffrance, qui vont trop se donner. Donc, il faut être très, très, très rigoureux et attentif à ça. Il faut vraiment mettre des garde-fous. Euh, Dans les notions, à mon avis, de bonheur au travail, je pense qu'il faut juste respecter déjà les gens et être transparent aussi sur le fait que l'entreprise parfaite, elle n'existe pas. Faut mettre un cadre sur ce qui va pas, donner du pouvoir aux gens quand il y a un truc qui va pas, qu'ils puissent déjà le résoudre. Tu vois, moi, dans mon équipe, là, j'ai une personne qui arrivait et qui dit ah, ben la table numéro 11, franchement, elle fait chier, faut qu'on trouve une solution. Ce message, elle l'écrit dans un groupe WhatsApp. Bon, ça s'adresse à qui? On ne sait pas. Donc, il va pas se passer grand-chose non plus. Et cette personne, faut savoir qu'elle a le pouvoir de changer de place cette table. Mais visiblement, elle a pas encore capté qu'elle pouvait s'en servir. Et donc, cette anecdote, la table, elle est hyper intéressante parce que au travail, on a des mécanismes de quand on va pas, on râle. Et c'est pareil dans la vie d'ailleurs. Et quand tu vas pas, tu râles et que le problème n'est jamais résolu, tu râles encore plus. Et puis comme c'est pas résolu, ça te fait râler. Et tu t'entretiens comme ça dans une tristesse et dans un malheur. Et je pense que passer de la râlerie à l'idée et de l'idée à l'action, c'est la clé, une des clés du bonheur. Parce que quand tu agis, tu te vois améliorer des choses. Si je déplace la table, elle va plus être dans le passage de ma serveuse et ma serveuse sera contente. Mais je pense que c'est encore mieux de donner du pouvoir aux gens et donc de l'autoriser plutôt que de vouloir contrôler, de dire non, tu ne bouges pas cette table, de l'autoriser à bouger cette table. Il faut ce triptyque. Quand on est malheureux, il faut analyser à quel stade on en est de la râlerie, de l'idée et de l'action. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait creuser un peu davantage ce triptyque-là? Déjà, comment toi, c'est venu cette prise de conscience de ce triptyque? Est-ce que c'est par l'expérience vécue? Et ensuite, comment toi, tu le mets en pratique dans ton quotidien? Ça veut dire que s'il y a ce triptyque-là, ça veut dire qu'il y a des moments où tu râles, toi aussi. Ouais, bah déjà, c'est mon parcours perso. Je suis passé de candide à genre le monde il est beau, etc. Il y a pas de problème. À tout d'un coup, en fait, il y a plein d'horreurs dans le monde. Bah du coup, ça me met en colère, donc je vais gueuler et je vais râler. Je fais toujours des manifs. Ça met un peu de pression, ça a une utilité, ça donne un pouls à la société. Mais par contre, ça résout pas les problèmes spontanément. Enfin, c'est extrêmement rare. Donc déjà, juste râler en soi, ça suffit pas, voire même ça nous abîme. Parce qu'on peut devenir aigri. Moi, j'ai des potes qui, à l'inverse, sont devenus hyper pessimistes parce que, voyant que juste râler, en plus, ça suffisait pas, ils sont devenus cyniques. Parce que ils voient qu'eux n'ont pas d'action, donc ils en veulent aux autres aussi. Enfin, bref, ça existe. Donc juste râler, moi en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Donc ensuite, je suis passé dans un monde avec beaucoup d'idées, je me suis beaucoup intéressé, j'ai lu beaucoup de trucs, et donc plein de gens qui ont des idées, il faudrait faire ci, ça. Puis je comprenais toujours pas, je me dis, mais il y a plein de bonnes idées, pourquoi c'est toujours la merde? Et là que j'ai découvert l'entrepreneuriat grâce à Mehdi. Parce que quand, alors ça c'est l'anecdote moins, mais une jeune qui vraiment ne peut pas du tout bouger son corps, qui heureusement sa tête marche extrêmement bien, vient chez nous en colo 1 année, 2 années, 3 années, et que la 3e année, ses parents nous disent, vous savez, les premières étés où elle est venue chez vous, elle voulait se donner la mort. Elle voulait qu'on l'aide à mettre fin à ses jours. Et du coup, finalement, aujourd'hui, elle fait des études de Sciences Po. Et elle se bat pour ça, elle essaye de faire avancer la cause des personnes en situation de handicap pour l'accès aux études, parce que quand t'as 18 ans, en fait, t'as quasiment plus aucune aide, t'es censé être autonome, va être autonome quand tu peux juste bouger la tête. Et en fait, elle a fait avancer ça. Et de te rendre compte que finalement, si on se saignait pas tous les jours à se faire chier avec des draps, des coussins, des gens qui sont pas contents de décider ça, on a oublié une valise, etc. C'est stressant de monter une entreprise, vraiment. Enfin, être entrepreneur, c'est passer son temps à gérer des imprévus. C'est comme ça que je le définis maintenant. Donc, si t'es pas prêt à ça déjà, si tu veux juste un truc pépouze, ça n'existe pas. Cet imaginaire de l'entrepreneur qui a réussi, qui gagne plein d'argent et qui est pépouze rentier, c'est comme être Kylian Mbappé. Ouais, t'en as un de temps en temps. Mais combien qui ont échoué? Voilà. Donc, je sais même pas si ça existe vraiment d'ailleurs. Mais en tout cas, faut être prêt à galérer, à gérer des imprévus. Et donc, quand tu vois que te faire chier, ça peut améliorer la vie des gens, si en tout cas c'est ton objectif, ce qui était le mien, ça m'a rendu heureux. Et donc, me rendre compte que juste avoir des idées, oui, il faut faire de la mixité sociale, et de râler de temps en temps pour qu'il y ait de la mixité sociale, ça marche pas.
Mais qu'en fait, quand tu dis oui, mais en fait, pourquoi cette personne-là peut pas partir en colo? Ah ouais, mais en fait, il faut payer un animateur en plus. Mais ça coûte de l'argent. Ouais, mais moi, je veux pas payer en tant qu'organisme. Ben, du coup, je vais dire aux parents, faites tel parcours de demande de subvention, hyper galère, hyper long, hyper chiant. Donc nous, on se dit, bah ça, c'est un frein, c'est un constat. Ce constat-là, on peut le résoudre comment? Bah, en trouvant de l'argent, on va recruter une personne, on va pas demander à ce que ce soit la famille qui nous paye, on va le payer nous. Comment on va faire nous? Bah, on va ponctionner 1 ou 2% sur le coût des colos des autres parents, donc quoi, une dizaine d'euros. Et puis à la fin, tout le monde est content. Parce que cette gamine, elle s'est éclatée avec les autres jeunes sont éclatés avec cette gamine, les parents se sont parlé entre eux, t'as créé du lien et t'as fait la paix. Et donc voilà, moi en tout cas dans mon parcours, il y a eu ce schéma-là de candide, râler, colère, idée, action. Et dans mon quotidien, maintenant, bah, quand j'ai un problème, je suis plus juste à me dire, ah là là, il y a un problème, à le tourner 8000 fois dans ma tête. Je tranche, je dis, je vais tenter ça. Et j'accepte que ça est pas forcément parfait, mais que j'ai le droit de rechanger d'avis. J'appelle ça, il y a un arbre dans ce bar, hein, les gens le voient pas, mais j'appelle ça le théorème de l'arbre. C'est de te dire, à un moment, il te faut une vision. Je suis au pied de l'arbre et je voudrais aller au bout de cette branche. Et j'ai le droit, en fait, de me dire, je monte déjà le tronc et je m'aperçois, ah, en fait, il y a une autre branche. Et celle-là, elle a l'air cool. Et j'ai envie d'y aller. Et il y a des embranchements dans chaque branche. Et j'ai le droit de rechanger d'avis. Et peut-être même à la fin de retomber sur la branche que j'avais visée. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui résout un mal-être, c'est le fait de choisir une action et de la mettre en œuvre. Et vous allez voir, ça libère. D'ailleurs, faites l'expérience. Quand vous êtes pas bien, posez-vous la question, je suis tiraillé entre quoi et quoi? Et prenez une décision, tranchez, mettez une action en place et vous allez voir, instantanément, vous allez aller bien. Vous allez même pas terminer votre action, déjà, vous êtes bien d'avoir pris une décision. Cette notion-là de râler, d'avoir des idées et de passer à l'action pour finalement mettre en œuvre tes idées, ça fait un joli lien avec Team for the Planet. Est-ce que on pourrait déjà commencer par le pourquoi t'être lancé dans cette aventure avec Mehdi et les commencements de Team for the Planet, quand vous l'avez pensé? Une fois, on va poser ça dans un podcast. Question qu'on ne pose jamais et qui te ferait... J'ai dit, bah, c'est pourquoi t'as fait Time for the Planet. Personne ne ça intéresse personne. Et j'ai dit, parce que tout le monde pense que c'est l'écologie. Et en fait, pas du tout. Mehdi et moi, ce qui nous a animés, c'est de savoir que parce que tu vas avoir une raréfaction des ressources, on va se taper dessus. Quand on a faim, on se tape dessus. Et en fait, nous, on est fascinés par ce miracle du quotidien de autant de paix dans le monde. Tous les jours, tu croises des centaines et des centaines de personnes et les gens ne se tapent pas dessus. Ça vit bien. Et c'est ça, faire société. Et cette vie de groupe collective qui nous fascine, nous, on s'est dit, il faut absolument la préserver puisque c'est cette paix, entre guillemets, c'est ce qui est la chose la plus importante pour vivre, bah, heureux, en l'occurrence. Et donc, c'est ça tout l'aspect. Et donc, moi, ce qui me fascine, c'est pour ça que j'ai fait du droit d'ailleurs, mais on m'a un peu arnaqué. On m'a vendu le droit comme étant les études où on va comprendre comment les humains interagissent en société et s'organisent. Je pense que c'est plus de la socio, en vrai. Mais du coup, j'ai pas du tout vu ça. Mais par contre, ça a toujours été la ligne qui m'a animé de comment et pourquoi un groupe de personnes fonctionne bien ensemble. Et ça, c'est ma spécialité. Et il y a une anecdote aussi marrante, c'est que, donc, avec Mehdi, quand on se dit qu'est-ce qu'on fait et qu'on finit par se dire, il faut faire un truc. Et d'habitude, Mehdi, il fait toujours des trucs pétés. Et moi, je suis toujours le gars qui dit, non, remets la barre ici, au moins, on est sûr de l'avoir. J'aime pas prendre le risque. Et là, je lui dis, d'accord, mais c'est tellement gros qu'il faut qu'on tente le plus fou qu'on puisse imaginer. Vraiment, je veux que si un jour j'ai un enfant, et pour le coup, c'est le cas maintenant depuis 5 mois, mais c'était, je veux que si un jour, quand il est ado et qu'il me dit, mais tu savais, tu m'as fait venir, que ça allait être le bordel et tu vois, de la colère, quoi. Et j'avais trop peur de ça, quoi. Et je voulais lui dire, écoute, j'ai tout donné. J'ai tenté le truc le plus fou que je peux faire avec mon pas d'argent, mon pas de réseau. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu mettre une barre très très haut, parce que le projet, il est titanesque. De toute façon, tu peux pas dire... Enfin, c'est un peu du déni ou se voiler la face aussi, mais c'est le local ne vient pas travailler le problème du dérèglement climatique. Le local vient travailler la résilience de demain, quand tout se sera un peu pété la gueule. Mais ça sert à ça. Et donc là, c'était de se dire, bah, ça c'est bien, mais c'est pas ce qu'on veut faire nous. Nous, ce qu'on veut faire, c'est amoindrir le choc du réchauffement climatique. Et donc, on pense que quelque chose qui manque, c'est la compétence entrepreneuriale, celle du passage à l'action. Il y a plein de gens qui ont des idées, mais ils savent pas les mettre en œuvre, ils savent pas les présenter. Donc, il faut qu'on les trouve et il faut qu'on augmente les chances de réussite de ces projets. Et plus il y en aura, et comme ça doit que être des projets mondiaux, il faut qu'on partage pour ces issues, etc.
Votre but, c'était pas de changer la mentalité des gens. C'était pas tout mais ça. ça, c'est très important. Si on en parle, j'aurais dû vous ramener un bouquin. On en parle dans le bouquin. Il y a plein de gens qui nous disent il faut faire de la sensi, il faut faire de la sensi. C'est bien la sensi, mais si je caricature un peu, tu peux sensibiliser, c'est-à-dire faire venir à des ateliers ou donner des cours à 8 milliards d'êtres humains. Si le lendemain, aucun de ces 8 milliards de personnes ne change, eh ben, t'as bossé pour rien. Et ça n'a eu zéro impact. Heureusement, ça marche pas comme ça, mais un jour, justement, il y a un gars qui a hurlé sur LinkedIn en disant Time for the planet, vous avez une responsabilité, un grand pouvoir, machin, vous devez dire aux gens de ne pas prendre l'avion et de pas manger de viande. Ce monsieur, sur le fond, il a raison. Il faut qu'on arrête de prendre l'avion et qu'on mange moins de viande. Et sauf que j'ai discuté avec lui, je lui dis écoute, si je savais faire ce que tu me demandes de faire, en fait, je ferais pas Time. Je ferais que ça, tous les jours. Parce que oui, ça a beaucoup d'impact. Je sais pas faire ce que tu me demandes. Je comprends que sur l'idée, c'est bien. Mais c'est pas parce que tu dis aux gens faites ci que les gens le font. Voire même ça les braque. Un des trucs qu'on a réussi à Time, c'est de mélanger des gens qui prennent le vélo et qui sont décroissants avec des gens qui prennent l'avion et qui bouffent du bœuf 4 fois par semaine ou plus. Et en fait, ça a été, je pense, un des hacks de Time. Mais c'est pas tous les jours facile à faire comprendre aux gens que déjà être ensemble, tu vois, on en revient au faire société. À partir du moment où tu fais société, tu peux créer, tu peux avancer. Si tu passes ton temps à diviser les gens, il se passe rien. Rien. Ça recoupe un peu cette critique de ce monsieur qui hurle dessus en vous devez faire ça et il a raison, mais je dis moi je ne sais pas faire. J'ai une anecdote où ma sœur qui est une grande gueule dans sa boîte, ils en ont rien à foutre de l'écologie et du coup elle voulait, elle en avait marre qu'il y ait du papier pour sécher les mains. Du coup, elle pétait un câble parce que les gens, c'est des milliards. Du coup, elle mettait, tu sais, comme tout le monde, des mots, tu sais, des mots, tu vois, du levier, du machin. Ça marchait pas. Un jour, elle en a eu marre et au lieu de gueuler sur les gens, parce qu'elle le faisait un peu aussi, elle râlait beaucoup. Elle s'est acheté un petit crochet, une petite serviette avec son nom et elle l'a accroché. Et 2 semaines après, il y avait 4 autres serviettes à côté de la sienne. Et en fait, c'est un des hacks que j'explique et que les gens ne comprennent pas, c'est inspirer. Devenez une source de calme, de paix, d'inspiration et les gens se mettront à le faire. Mais dites pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Et ce monsieur qui nous dit arrêtez de dire si la viande ou l'avion, il a raison. Mais quand tu te rends compte que même toi, t'arrives pas à demander à tes frères, tes sœurs, tes parents d'arrêter de prendre de l'avion, de manger de la viande ou à tes potes, comment tu peux le faire à des gens qui te connaissent même pas? Enfin, c'est déjà tellement dur avec les gens qui t'aiment et que tu aimes de leur dire de changer. Honnêtement, ça marche même pas. Bah, ce qu'il demande ce monsieur, je sais pas comment faire. Tu vois. Vaut mieux cuisiner un plat végé à sa famille plutôt que de leur dire de Mais manger bien végé. sûr. Au lieu de te prendre des vannes tout le temps sur le fait que t'es végé, fais-leur un kiff de plat végé bien cool. Et là, ils vont petit à petit fermer leur gueule, voire en demander, voire de temps en temps. C'est évident. C'est juste qu'on n'accepte pas que ça mette du temps. Et puis aussi, il y a aussi un enjeu pour les gens qui gueulent et qui pointent du doigt non-stop. C'est que eux, ils existent. Parce que quand tu divises, tu existes. C'est comme ça qu'un homme politique ou une femme politique réussit. Hein. C'est je montre qu'on n'est pas comme les autres et que du coup, les gens que j'ai avec moi, c'est les gens qui sont hyper convaincus qu'on a des différences avec les autres. En vrai, on n'a pas beaucoup de différences les uns les autres, mais ça permet à des gens de surfer. Donc comme je disais, Mehdi, donc moi je monte mon bar, la houblonnière, et puis Mehdi part plutôt lui dans des trucs sur le web, le référencement, etc. Il voulait aider des gens à se référencer tout seul et de pas se faire arnaquer par des agences de référencement qui te prennent de l'argent mais qui font pas grand chose. Il voulait que chaque petit commerçant puisse lutter contre Amazon, quoi, en gros, sur Internet. Et donc à cette époque, il est aux États-Unis, il s'intéresse un petit peu aux notions environnementales. Je crois qu'il tombe sur un reportage. Et d'habitude, le plus écolo des deux, c'est moi. Et il me dit, oh là là, le réchauffement climatique, c'est la cata. Bon, moi, j'avais vu les 2 degrés à la fin du siècle, ça me paniquait pas plus que ça. Et puis, il me fait lire Pablo Servigne, l'effondrement, tout ça. Je dis ces trucs-là, je fais, waouh, et je suis pas bien, je pleure des après-midi chez moi et tout, je suis en bed. Et il me dit, à un moment, enfin, moi, je lui dis, mais il y a rien à faire. Enfin, c'est trop gros le problème, on va se mettre à la campagne. Moi, ça me va bien, tu vois, cette petite vie frugale à la campagne. Mehdi me dit, si tu m'emmènes à la campagne, moi, je sais pas planter un clou ni comment ça pousse une tomate. Et si tu m'emmènes à la campagne, je suis mort. Et là, j'ai explosé de rire. Et moi, ça m'a libéré de l'angoisse que j'étais en train de prendre sur cette tournure. Parce que j'avais jamais vraiment compris à quel point c'était grave 2 degrés. Et je pense que 99% des gens, même plus,
ne comprennent pas pourquoi 2 degrés, c'est catastrophique. Et je pense que Colline, qui est une des cofondatrices, elle a voulu écrire une tribune dans Le Monde, justement, à 2 degrés, la pire erreur de communication de l'histoire de l'humanité, du monde scientifique, quoi. Parce que ça fait pas peur. 2 degrés en 2100. Je dis, je m'en branle, je vais mettre la clim. Même pas besoin, presque, pour 2 degrés de mettre la clim. Alors que des vagues de chaleur à 40 ou 50 degrés pendant plus d'un mois ou 2 mois dans l'année, ça fait un peu plus peur déjà. C'est ça. Bah, nous, on a dû trouver déjà des façons d'essayer de mieux l'exprimer, mais c'est de dire que déjà, c'est des valeurs moyennes, que sur les terres, ça, c'est le double, donc déjà, c'est pas plus 2, c'est plus 4, et puis que c'est une moyenne de nouveau, donc les pics de chaleur, grosso modo, tu refais 1 fois 2, donc c'est du plus 8. Déjà, le scénario le plus optimiste, tu tapes des plus 8 degrés, donc passer de 35 l'été, où déjà ça tape 35, de 35 à 43, c'est hardcore. Et quand tu pars sur un scénario à plus 5, bah, tu fais x2 x 2, ça te fait du plus 20. Donc là, t'arrives sur des trucs à 55. Et ça saisit un peu les gens, mais la notion du déni, le fonctionnement du cerveau là-dessus, autour du déni est magnifique, parce que du coup, on essaie de trouver des trucs, on se dit, ah oui, mais pas moi, oui, mais non, oui, mais peut-être que. La réalité, c'est que les gens, tant qu'ils se le prendront pas dans les dents, ils ne bougeront pas. Et nous, c'est drôle, on avait vu un pic de gens qui sont devenus actionnaires. C'était l'été dernier, il y a 2 ans, je sais plus, quand il y avait eu les incendies là dans les Landes. Enfin, la presse se disait, voilà, c'est ça le réchauffement climatique, il va y avoir des trucs. Et on a eu beaucoup d'actionnaires qui sont arrivés à cette période-là. Alors que d'habitude, le mois d'août, c'est calme. On se revoit et je dis, mais mec, faut qu'on fasse un truc. Et on avait dans les cartons depuis 12 ans l'idée d'une société commerciale qui serait possédée que par nous deux, donc on aurait de compte à rendre à personne, toujours cette espèce d'indépendance et cette autonomie. L'indépendance économique te permet d'avoir ton indépendance politique au sens large, c'est-à-dire d'organisation, tu peux faire ce que tu veux. Et donc on se disait, il faudrait qu'on crée des entreprises qui sortent les gens de la précarité. Cette idée-là, on l'avait à l'époque de la crise des subprimes, quand tout le monde licenciait à la balle et que le taux de chômage explosait. Donc on voulait aider des gens à sortir de cette situation. Et en fait, on se dit, OK, on ressort ce truc des cartons, on se donne 1 an pour faire que nos entreprises puissent s'organiser sans nous, être moins indispensables. Et on commence à dire comment on va faire. Et un des problèmes, c'est qu'on n'avait pas d'argent. Et donc, on se disait, bah, ce qu'on avait appris, c'est qu'il y a de l'argent, il y en avait plein, en fait. Et on se disait, OK, tout le monde dit, il faut faire un truc pour le climat, les gaz à effet de serre, donc il faut qu'on prenne cette verticale-là, il faut qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on avait identifié, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des idées, mais qui savaient pas les mettre en œuvre. En France, je sais pas comment c'est ailleurs, c'est pour ça que je dis en France, mais on pense qu'il faut avoir une bonne idée pour réussir un projet. Donc on l'a vu, il suffit pas d'une bonne idée, il faut surtout savoir la mettre en œuvre. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve ces gens qui ont des bonnes idées, il faut qu'on leur adjoigne un ou une créatrice d'entreprise qui sait faire passer d'une idée à quelque chose, un bien ou un service qui a une emprise sur le monde. Donc c'est l'action. Et on va balancer de l'argent pour que ça puisse se développer. Et donc c'est ça la clé de voûte. On se dit des idées, il y en a plein. Par contre, elles sont probablement mal mises en œuvre. Et on se dit, il faut que donc l'argent, on n'en a pas. Donc il faut que le projet devienne collectif. Il faut qu'il y ait plein de gens qui arrivent là-dedans. Il faut que les gens soient fiers de ce projet-là parce qu'ils vont en parler et c'est ça qui va faire un effet boule de neige. On se base sur Maslow, hein, tout simplement. Sentiment de sécurité, sentiment d'appartenance, fierté, etc., etc. Et là, ouais, on pourrait parler du modèle. Pourquoi une société commerciale? Pourquoi pas distribuer des bénéfices et tout? Ça, c'est plein de questions si vous voulez y aller. Mais déjà, c'est ça l'origine de Time for the Planet. Ouais. Est-ce que tu pourrais résumer pour les auditeurs, les auditrices qui connaîtraient pas ce que fait Time for the Planet aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Donc c'est cette idée-là hein, de trouver des innovations. Alors souvent, on va nous dire technologique, pas du tout. La notion de technologie n'est pas un critère pour la sélection des projets de Time for the Planet. Il faut qu'il y ait quelque chose de mesurable et de mondialisable. Si c'est pas mesurable, typiquement de la sensibilisation, c'est pas mesurable de façon directe. Donc nous, on n'y va pas. On dit pas qu'il faut pas le faire. On dit juste que c'est pas notre champ d'action à nous. L'exemple le plus simple d'innovation, pas technologique, mais qui a beaucoup aidé et qui est mesurable, c'est la tirette d'eau des toilettes. Moi, quand j'étais petit, il y en avait une unique et ça vidait toute la cuve. Aujourd'hui, quasiment partout, vous avez une petite cuve et une grosse cuve. Ben, si on avait pu mesurer en plus de ça, on sait que c'est des milliards et des milliards d'eau potable qui n'ont pas été salies. Et donc qui n'ont pas été retraitées, etc. Donc ça, c'est une innovation qui permet de préserver de l'eau potable. Bah, c'est ce genre de choses que Time cherche.
Mais ça peut être aussi de la très haute technologie. On s'en fiche totalement du niveau technologique. On identifie ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui peut être mondialisable. Et le but, c'est de créer une entreprise et ensuite de donner envie à des gens qui nous copient. Donc il faut que ces entreprises, elles soient totalement viables économiques et qu'elles cartonnent. Personne n'a envie de copier une boîte qui perd de l'argent. Par contre, tout le monde a eu envie de copier Facebook, Amazon, je ne sais quoi, enfin des trucs qui crachent de l'argent. Je parle pas des conséquences sociétales, hein, bien évidemment, mais juste purement économiques. En tout cas, il y a des gens qui ont envie de les copier. Si des gens ont envie de les copier, autant leur donner le droit de nous copier, parce que quand tu crées un marché mondial, il y a beaucoup de place, et comme il y a une urgence absolue en termes de climat, qu'on a 10-15 ans si on veut inverser une petite tendance, donnons le droit à des gens de partager cette innovation. Ça se trouve, ils y arriveront même mieux que nous. Peut-être que nous, on va mal exécuter et que notre boîte, elle va se crasher. Donc c'est d'autant plus important de partager. Pour ça, j'ai une histoire qui peut peut-être aider à comprendre. Imaginez-vous un monde sur une planète où il n'y a pas de pizza. Moi, je serais le plus malheureux de la Terre, j'adore la pizza. Et allons dans les clichés, il y a Mario qui invente la pizza margarita. Il fait un restaurant, il vend des pizzas margarita, ça cartonne. Et Mario, il est très content, mais il est un peu triste parce que ce qu'il voudrait, c'est, il a constaté que ça rendait les gens heureux de manger de la pizza. Donc, il veut que partout dans le monde, il y ait des gens qui mangent de la pizza. Mais il peut pas être partout dans le monde à la fois. Donc, il est coincé. Et un jour, il y a un Américain qui vient et qui lui dit, mais donne-moi le droit de faire de la pizza. Et Mario, il lui dit, ok, je te donne le droit de faire de la pizza, je t'explique comment faire de la pizza, je te donne la recette de ma sauce, de ma pâte, etc. Je te demande 2 choses. La première, c'est de compter le nombre de gens qui ont goûté la pizza, parce que je sais que c'est des gens qui sont heureux, et c'est ça ma mission de vie. Et la deuxième, c'est si tu trouves des améliorations de ma pizza, de me les partager. Le gars lui dit pas de souci. 1 an après, il revient. Il dit, tiens, il y a 1 million d'Américains qui ont goûté la pizza, qui sont devenus heureux. Et tiens, je te partage ma recette de la pizza texane. Et Mario, dans son petit restaurant, il rajoute à sa carte la pizza texane. Et comme il y avait plein de gens qui venaient plus parce que manger que des margaritas, c'est chiant, il refait ça le comble avec sa deuxième pizza. La notion de partage, les gens qui ne comprennent pas bien l'entrepreneuriat ont cette idée que si on me vole mon idée, je vais m'appauvrir. La réalité, et le bar ici, c'est le cas aussi, je suis allé voir tous mes concurrents, ils m'ont tous aidé et on vit tous bien. Et on s'entraide, on s'envoie des fûts, des serveurs, des machins, des clients, etc., etc. Avec Mario, on voit bien que c'est ça. Et je peux aller même encore plus loin, c'est que imaginez, pour une raison ou une autre, la pizzeria de Mario vient à fermer. Je sais pas, imaginez un tremblement de terre, sa ville est rasée, et puis il est trop âgé, il se voit plus refaire ça. Même lui, il peut vivre économiquement parce qu'il pourrait vendre des conférences où il explique la pizza. Il pourrait faire des centres de formation où il forme des gens à faire de la pizza. Il peut trouver plein de modèles économiques toujours liés au fait qu'il a partagé gratuitement la recette de sa pizza. Il faut dissocier le modèle économique d'une idée. On peut vivre non pas en vendant son produit, mais à l'inverse, on peut donner le droit que son produit se diffuse. Un extraordinaire exemple concret, parce que là je suis juste sur un exemple imaginaire, c'est le gel hydroalcoolique. C'est en open source. La personne qui l'a inventé l'a mis l'histoire, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas l'a donné à l'OMS. Il l'a partagé gratuitement parce que ce qu'il avait inventé, c'était pour que des médecins qui soignent des patients se lavent les mains et ne contaminent pas les patients. Et il a constaté un jour en visitant un petit dispensaire qu'ils avaient mis sous clé son gel hydroalcoolique. Pourquoi ? Parce que c'était réservé que pour certains types d'opérations. Il s'est dit, mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc il l'a partagé. Ce qui est drôle, c'est que pendant le Covid, non seulement tout le monde chez soi pouvait partager du gel, chose que globalement personne n'a fait, parce qu'il suffit pas d'avoir l'idée, il faut l'exécution, on en revient à ça, mais les alcooliers, les pharmacies se sont mis en fabriquer. Et alors que tout le monde en fabriquait, que tout le monde en vendait, les prix s'envolaient. Alors forcément, il y avait une demande délirante. Mais au-delà de ça, les gouvernements ont dû réglementer pour pas que les prix s'envolent, alors même que l'idée, tout le monde pouvait y accéder. C'est la preuve ultime de ça. Aux États-Unis, ils ont suspendu les brevets des vaccins pour qu'il y ait plus de production de vaccins pour qu'on puisse endiguer le truc. Donc on voit bien que c'est pas le problème de pouvoir en vivre économiquement. Tu peux en vivre bien économiquement, même en partageant. Team for the Planet, c'est vraiment un modèle très singulier. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en termes d'actionnariat ? C'est vraiment une particularité du fonctionnement de Team for the Planet. Et puis surtout la manière dont sont récompensés, entre guillemets, les actionnaires. Ouais.
Quand on part, on n'a pas d'argent, pas de réseau, et donc on se dit, il faut qu'on le crée. Sur le papier, tu dis, je peux pas vraiment le créer, donc on va le créer, on va faire en sorte qu'on soit une société. Pourquoi une société et pas une asso? Déjà, il y a une question de gouvernance. C'est que dans une société, ceux qui créent, ils peuvent décider de la marche à suivre. Alors que dans une asso, tu vas avoir souvent des gens qui vont en vivre et avoir du pouvoir du travail, on va dire, et puis des gens qui vont décider ton conseil d'administration. Et tu peux avoir des dissensions entre les deux. Le CA va dire faut faire A, alors que les salariés disent il faut faire B. Dans une société, en général, ceux qui créent, ils peuvent décider. Donc on cherchait un modèle déjà qui nous te permette que ta vision, je reviens toujours à la vision, tu puisses la mettre en œuvre. Donc la société, c'était plus facile qu'une asso. Le deuxième avantage d'une société par rapport à une asso, c'est que quand tu possèdes, notre instinct, c'était les gens possèdent une partie d'une société, c'est un bien à eux et ils vont en prendre plus soin, ils vont encore plus avoir envie que ça réussisse. Alors que quand tu fais un don, ton sentiment d'appartenance est plus diffus. Donc on voulait augmenter le sentiment d'appartenance des gens. Alors c'est à qui tout double, parce que quand ça marche, les gens sont encore plus fiers. Quand ça marche pas, à l'inverse, t'as bien envie de cacher que tu possèdes une partie du truc, tu vois. Mais en tout cas, dans le lancement, il y avait ces enjeux-là. Le gros des avantages, c'est qu'il n'y a pas de réduction fiscale ou d'avantage comme ça par rapport à une asso qui défiscalise. Donc ça, c'est une vraie contrainte. Alors il y a plein de gens qui le savent pas, qui se disent ouais, bah, s'il y a autant d'actionnaires, c'est qu'il y a de la défis. Non, pas du tout. C'est pas parce qu'on est à but non lucratif, c'est-à-dire qu'on va pas partager de bénéfices qu'il y a des avantages. Donc ça, c'est un désavantage. Donc désavantage tout accroché. Ensuite, on a choisi il faut pas confondre la non-lucrativité de la non-rentabilité. C'est hyper important et on a rencontré des milliers de gens qui ne font pas la différence, même dans les milieux financiers. C'est pas parce qu'on est non lucratif qu'on est non rentable. Déjà, toutes les entreprises dans lesquelles on investit, elles sont classiques, hein. On se pose pas la question, elles sont normales. On est actionnaire de ces entreprises et potentiellement, elles nous remontent des dividendes. Cet argent-là va permettre l'autofinancement à terme. On sera très content d'arrêter de faire de la com de partout pour demander à des gens de nous demander de donner de l'argent. Là encore, l'autofinancement, l'indépendance, etc., etc. Il y a une ligne très nette là-dessus. Team for the Planet, à terme, doit être rentable avec la montée de dividendes ou avec peut-être, on va revendre des investissements. Cet argent-là va générer des bénéfices, mais ces bénéfices-là, on va choisir de 100% les réinvestir dans le projet. Et en budget de fonctionnement, et en réinvestissement. Les actionnaires de Time ne toucheront pas de dividendes financiers. Alors au début, on me disait c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Puis un jour, t'as un mec qui met 5 000, un mec qui met 50 000, un mec qui met 1 million, 5 millions. Donc forcément, on nous dit, ça fait longtemps qu'on nous dit plus, vous trouverez pas de gens qui sont prêts à investir sur un tour financier. En plus, ça existe déjà dans notre vie quotidienne. On investit pour notre santé, on investit pour l'éducation de notre enfant. Il y a plein de choses où on dépense de l'argent sans retour financier. Mais je sais pas pourquoi, à ce moment-là, ça fait bugger les gens. Ils se disent, non, c'est pas un investissement d'investir pour la planète. Moi, je trouve qu'investir pour une planète viable, c'est un sacré bon investissement. Mais bon. Ensuite, comment ils sont rétribués? Parce que soit je leur dis que j'ai fait plein de trucs trop cool et je les mesure pas et je suis à moitié un charlatan. Soit je me dis, OK, j'ai un indicateur très précis que je peux mesurer. Et donc, nous, on est capable de quantifier, un peu comme un bilan carbone, chaque investissement, ce qui va réduire, capter ou économiser en équivalent tonnes CO2. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le dividende climat, c'est ce qu'on rend à la fin de l'année à nos actionnaires. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais du coup, c'est du greenwashing, les gens ils vont revendre, c'est des crédits, etc. C'est pas des crédits, c'est pas des revenus, c'est pas fongible. On peut pas vendre ces dividendes climat. C'est juste une mesure. T'as un petit diplôme à la fin, tu dis tes investissements cette année, ils ont permis au collectif Team for the Planet, donc à toi, de réduire de temps au prorata de ce que tu possèdes dans le capital de Team for the Planet. Et on pourrait faire pareil pour les pandas. Si tu veux sauver les pandas, tu pourrais dire, tu as sauvé un panda avec ton investissement cette année. Et c'est juste un papier. Tu peux pas vendre ça à quelqu'un. C'est attaché à ton action. Tant que tu possèdes des actions, tous les ans, à la fin de l'action, on te donne ta mesure d'impact. On se rend compte que depuis que tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, à la sortie de tes études, votre relation avec Mehdi a compté énormément dans tes différents projets. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu à la fois de ton lien avec Mehdi, de cette amitié qui a été clé dans tous tes projets, et puis éventuellement aussi des équipes avec qui tu as monté tes différents projets? Avec plaisir. Donc déjà, moi, donc ce que je vous disais tout à l'heure, ce que j'aime, c'est les gens qui vivent bien ensemble, pour schématiser, peu importe l'échelle. Un week-end de potes, une entreprise, un pays, le monde. Je supporte pas le conflit, donc du coup, je veux toujours faire en sorte que tout se passe bien. C'est pas toujours possible. Il y a plein de choses que j'ai apprises aussi là-dessus, mais c'est ça qui me motive. Donc quand je rencontre Mehdi, on a une très grosse complémentarité.
Moi, j'architecte, je suis capable d'anticiper plein de problèmes. Mehdi, lui, il règle les problèmes quand il se les prend dans la gueule. Moi, je supporte pas avoir un problème, donc je ne fais rien, comme ça, je suis sûr de pas avoir de problème. Par contre, je suis super fort pour les anticiper. Donc déjà, on était extrêmement complémentaires. Et moi, il y a un autre truc qui me passionne, c'est donc les relations humaines. Je me souviens d'une anecdote au début de Vitacolo. Il y avait une boulangerie en bas de nos bureaux. Et quand toujours c'était lui ou moi qui ramenons le pain pour le petit-déj, voilà, c'était un petit rituel. Et on parlait du boulanger. Et Mehdi me disait, moi, il m'angoisse ce boulanger. Il me pose des questions, je sais pas quoi répondre. Moi, si c'était un robot, j'irais encore plus souvent à cette boulangerie. Moi qui Moi non plus, je sais pas quoi répondre à ce boulanger quand il me dit il fait beau, hein. Tu vois, mais je suis content qu'un humain me parle et je suis content que ça fasse plaisir à des gens de parler de la pluie et du beau temps. Donc jamais de ma vie je veux remplacer un boulanger par un robot. Donc tu vois là-dessus, Mehdi et moi on est vraiment hyper opposés. Un jour, très rapidement dans la relation, Mehdi il utilise le terme, il pointe pas la personne comme ça, mais il utilise le terme pigeon pour parler des familles qui inscrivent leurs enfants. Je suis en PLS, je me dis, mais mec, je me barre. Et je lui ai dit, mais, donc, alors, petit tips, il y a beaucoup d'embrouilles qui se passent sur le fait que sur un mot, on n'a pas la même définition. Donc moi, c'est absolument péjoratif, horrible, le mot pigeon. Et je lui dis, mais, t'entends quoi par là? Et lui, j'ai juste utilisé ce terme parce qu'il savait pas, on savait pas trop qualifier famille, parents, donc il savait pas et il a utilisé ce mot-là. Mais il y avait pas de notion négative là-dessus, tu vois. Lui, c'était une personne parmi un autre. Donc ça aurait pu être pion, ça aurait pu être machin. Donc, c'est ses codes de langage à lui. Et j'en suis sûr parce que je l'ai côtoyé des années et il adore les gens en réalité. Il prend grand soin des gens. Je l'ai toujours vu. Je l'ai jamais vu maltraiter quelqu'un. Néanmoins, ça a failli mettre fin direct à notre relation de travail. Et plus jamais il a appelé quelqu'un pigeon. Et moi, j'ai apporté dans sa capacité la capacité à anticiper, améliorer et surtout à faire du lien. On invitait les parents à la fin des colos et on appelait ça les soirées parents. Donc c'est hyper transparent. Ils ont pas le code culturel d'une colo où c'est le bordel. Et tu mets des parents, tu vas les faire dormir dans les chambres, tu vas leur faire monter les spectacles qui sont pas toujours des spectacles extraordinaires, donc tu t'engages de fou. Mais c'était dingue, ça crée des ambiances de dingue. Et au début, Mehdi, il était un peu, voilà, tu vois, parler de la pluie du temps, il savait pas trop quoi faire. Et à la fin, il surkiffait les soirées parents, il adorait. Je me souviens aussi, on formait nos directeurs, nos directrices, on les faisait venir des 4 coins de la France. Et il y a un vendredi soir, ça a commencé du vendredi soir au dimanche. Moi, j'ai un engagement associatif à côté et je peux pas y être et je peux pas y couper. Et il me dit, non, mais Nico, faut vraiment qu'il soit, je te jure, je suis pas bien depuis une semaine. Moi, je sais pas quoi leur dire au directeur des directrices. Ça faisait déjà 2-3 ans, hein, et c'est lui qui les recrutait en plus. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je dis, mais il y a rien à faire. Tu les accueilles, tu leur dis bonjour, tu leur payes un canon, tu leur mets des jeux de société. Enfin, et puis c'est toi qui les accueilles. Il y a pas de pression. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment très, 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 très opposé. Et il a beaucoup, aimé ça. Et c'est ça que, on a apporté aussi aujourd'hui au projet Team Force Band, que moi j'ai apporté dans mon bar où tout est basé sur la rencontre. Il n'y a pas de carte papier. Ça permet aux serveurs, ça force les serveurs à aller discuter avec les gens. Jamais il y aura une application ici où tu scannes et les gens font la commande. Je veux qu'il y ait du lien. Je veux que mes serveurs et mes serveuses deviennent des héros et des héroïnes vis-à-vis des clients. Enfin, il faut un lien. Et tant pis si mes clients s'attachent beaucoup à un serveur et qu'une fois qu'il s'en va, ben, les clients viennent plus. Je prends ce risque-là. Mehdi lui est arrivé au tout début de ta vie entrepreneuriale, mais après, dans tous les projets que tu as montés, vous étiez souvent des grosses équipes. Enfin, là, Team for the Planet, 6 personnes, Vitacolo, vous étiez 3. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que tu constitues ces équipes? Tu as aussi beaucoup entrepris avec des amis. Comment est-ce que tu fais pour que ces projets se déroulent bien? Bah alors, c'est vrai que moi j'ai toujours entrepris avec des amis et que à chaque fois qu'on me dit il faut pas, bah je comprends pas trop parce que moi globalement ça a très bien marché. Il y a eu un cas avec une personne, mais c'est un peu une exception. Il y a quelque chose qui est absolument clé de nouveau, c'est la notion pouvoir gouvernance, qui possède, qui décide, et de compétences. Si je te donne un exemple tout con, Vitacolo, tu vois, je le décris là avec Mehdi, on est ultra complémentaires. Moi, j'ai le côté un petit peu plus les chiffres, l'arrière. Je sais que, par exemple, quand il m'a
présenté au troisième cofondateur de Vitacolo, il a dit ouais, il m'a dit qu'il pouvait m'aider pour de la compta. Et c'est juste, ça le fascinait que quelqu'un s'intéresse à de la compta, tu vois. Et donc, j'avais cette complémentarité. Alors, on en a découvert d'autres plus tard. Mais pour qu'un collectif vive bien, il faut que tous les gens qui mettent la main à la pâte aient une place, qui se sentent utiles et que ça soit perçu par les autres. Fondamental. D'ailleurs, le travail qu'on faisait sur nos colos avec les enfants, c'était ça. Le projet éducatif, c'était que chaque enfant trouve sa place dans un projet commun. Peut-être qu'un des gamins était pas bon au foot, mais peut-être que c'était le meilleur commentateur de match de foot de la Terre. Et du coup, il était accepté par le groupe grâce à cette compétence. Et le fait d'aborder plein de trucs, on arrivait toujours à trouver. Le gamin qui arrive sur une comédie musicale parce que ses parents l'ont foutu là, ou son foyer l'a foutu là, mais que vraiment, ni le théâtre, ni le chant, ni la musique, ni les costumes, ni les décors ne l'intéressent, eh ben, il faut qu'il y ait un enfant qui dise « Ah, mais peut-être tu pourrais faire la régie son et lumière. » Nous, on n'y avait même pas pensé en tant qu'adulte. Et il s'éclate, et donc, de nouveau, ça remarche, ça ressoulève. On se sent bien dans un groupe quand on est utile. Donc ça, c'est la clé. Déjà, par exemple, pour le bar, au début, moi, on est 6 potes, on rêve un peu tous d'avoir un bar. Clairement, j'étais le seul qui allait y travailler. Ils avaient tous leur taf. Et moi, dans ma tête, au début, je me dis, on va diviser en 6 la boîte. Et là, il y a 2 personnes que je croise qui me disent, non, 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 non. Si c'est toi qui travailles, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui es majoritaire. Moi, j'étais tout gêné, tu vois. Je retourne voir les autres, je dis, oh, je sais pas, on m'a dit ça, vous en pensez quoi? On m'a dit notamment, tu vas pas faire une réunion pour savoir si tu peux acheter un grille-pain. Et heureusement, il y en avait un dans le groupe qui était hyper d'accord avec ça, qui dit, ouais, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, il avait de l'aura un peu sur les autres là-dessus, il avait une autorité de compétence. Donc, tout le monde a suivi. Et clairement, oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que des fois, on a eu des prises de tête pour des bricoles. Et au moins, ça remettait un cadre. Je dis ça parce que j'ai la moitié de la boîte alors qu'on a tous mis à peu près pareil. Donc voilà. Ensuite, pour Team for the Planet, quand on part avec Mehdi, on se dit, on sait qu'il nous manque des compétences. Tu vois, au bout d'un moment, tu sais que tu sais pas tout. Et je lui dis, il faut qu'on aille chercher 2 autres personnes, donc ils sont Laurent Morel et Denis Galagarcia. Et je dis, mais Laurent, il a un sens des gens, il sent les gens, il sent l'entrepreneuriat, les innovations. Enfin, il a un côté, il est très bon, il est très fin pour ça. Mais surtout, il est très rigoureux, il a développé un cabinet d'expertise comptable, donc il sait parler chiffres, il sait parler juridique, il sait parler financier. C'est un peu le gars, tu le vois, tu te dis, ah lui, c'est pas rigolo, quoi. Tout grand, tout élancé avec des petites lunettes et tout, mais en fait, c'est un mec pas du tout un comptable, en fait. C'est pas du tout le cliché du comptable. Donc lui, il apporte cette rigueur administrative, on va dire. Et Denis Galagarcia, lui, il est ingénieur de formation et il est plus justement sur le côté très ingénieur. Il faut bien penser les choses et puis les penser. L'action, c'est autre chose, mais il a quand même fait 10 ans d'accompagnement de financement de l'innovation. Donc il a une culture quand même un peu entrepreneuriale. Et donc on se dit, on est complémentaires. Donc il me dit, il les connaissait un peu, mais il me dit, ok, on va aller voir, on fait un resto. C'était chez Abelcourt, là, à Lyon, en plein centre. On sort du resto. Pendant 20 minutes, on parle pas du resto, tous les deux. Puis au moment, il me dit, je crois qu'on va devoir y aller à 2. Moi, je suis toujours à défendre la veuve et l'orphelin. Je sais qu'il nous les faut. Pas une seconde, je les défends. Tellement ils avaient peur. Et c'est normal. Ils avaient une très bonne situation financière. Ils avaient leur enfant qui arrivait. Ils étaient en train d'acheter leur appart. Les gars, tu leur donnes des esquisses de Big Time for the Planet. Il va faire une société commerciale. Et c'était... Ouais, c'est sympa votre idée, tu vois, mais on n'en a pas reparlé. Et puis un beau jour, Laurent, j'arrive chez lui, il dit, je te la fais très courte, mais globalement, comme ça, sorti de nulle part, il dit, je vais quitter mon boulot et je vais vous rejoindre. Alors nous, on sait qu'on va pas se payer pendant longtemps. On sait pas du tout où ça va aller, ce projet est taré. Le gars quitte son taf, son gamin vient de naître. Dans sa boîte, ils sont sur le cul. Vraiment, il gagne très bien sa vie. Et voilà, donc ce gars-là, il a fait ça. Et Denis, quand il découvre que finalement Laurent est en train de faire ça, il dit ok, je vais faire pareil peut-être, mais il a peur lui aussi, il sait pas trop. Et là, ce qui est dur, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens savent cette histoire. On lui dit non. On lui dit non parce qu'on se dit on est 3, c'est plus facile de décider, plus la même culture de la prise de risque. Toi, t'es peut-être un peu trop. Et d'ailleurs, il retiendra que la partie c'est plus facile de trancher à 3 plus que la partie qui est plus dure à dire, tu vois, t'es pas capable de prendre trop une décision. Et un beau jour, Arthur nous contacte, Arthur Aubeuf, le 4e. Et lui, il a
une compétence en réseaux sociaux, en communication, en ce qu'on n'a pas. Donc là, on va pas chercher Arthur, on va pas chercher un 4e associé, on va chercher quelqu'un qui a une compétence très claire et qui en plus a une culture commune de l'entrepreneuriat. Alors que Denis s'est un peu fait recaler pour ça. Et un jour, je reçois un texto de Denis, il me dit « Bon, bah finalement, vous pouvez être 4, visiblement. Bon, par contre, j'aurais bien aimé la prendre dans mon pote. » Et je me dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Je comptais lui en parler. Et Arthur a bourriné, a fait une vidéo où il se présente. Parce qu'on décide pas, justement, on fait pas de très peu de réunions. On se fait confiance. Et où il se présente, et il présente le projet Time et tout. Et moi, la honte, quoi, tu vois. J'ai failli perdre un pote, moi, dans l'histoire. Heureusement, il s'est pas braqué. Et puis quelques mois plus tard, Mehdi, il y a plein de gens qui le bassinent avec le dossier scientifique, Les gens te demandent un truc, ils s'en foutent, ils savent même pas ce qu'ils mettent dedans, mais ils te demandent un truc. Il me dit, Denis, redis-moi pourquoi il faut Denis. Donc je redonne mes arguments, on refait un petit tête-à-tête avec Denis. On est très cash sur ce culture de la prise de risque, de machin. Au point qu'il se vexe, hein. Il me dit, pendant 24 heures, je me dis, mais bande de connards, je vais pas venir, quoi. Et au fait, il vient. Et aujourd'hui, il est incroyable. Lui, il a switché. Lui, c'est le gars, des fois, qui me dit, non, mais les gars, là, on avance, là, on fait pas une réunion pour ci, pour ça, on fonce. Enfin, le gars est passé du stade de trop frileux à trop pushy, quoi, limite. Et il a vraiment, il a pris de l'autorité de compétence de fou et tout. Et donc, il se passe ça. Et puis, en effet, il y a une 6e personne qui est Colline Debelle, qui un jour, pareil, a une candidature par mail. Alors, on en reçoit plein, hein, puis on cherche personne, nous, spécialement. Sauf que elle, ben, elle a monté une boîte à Paris, une belle boîte, elle a des réseaux un peu à Paris, et puis elle sait faire des relations presse, médias et tout, ce que nous, pas du tout. Donc là encore, on recrute Colline pas parce que c'est une femme, on la recrute parce qu'elle a des compétences. Et il s'avère qu'en plus, pour des gens, c'était important que ce soit une femme, et que du coup, ça nous permettait enfin d'avoir moins de gens qui nous disaient « vous êtes que des hommes ». Parce que l'explication, elle est toute bête, hein. Moi, ma chérie que j'ai rencontrée, bah, d'ailleurs, c'est elle qui avait dit à Colline, viens. Donc, ça, je l'ai su que plus tard, mais moi, j'ai rencontré ma chérie comme ça. Et en fait, elle lui avait dit, va aller voir, ça peut t'intéresser pour un nouveau projet. Et elle, à la base, elle détestait l'idée qu'on était 5 mecs, quoi. Elle nous en voulait à mort. Bon, maintenant qu'elle connaît le fait que c'est pas juste mannequin en mode, on a voulu être que entre couilles, juste que tu prends ce que t'as sous la main, en fait. Tu prends, tes potes qui ont des compétences qui te sont utiles, et tu pars comme ça, quoi. Et ça a pas d'effet négatif d'être que des mecs? Alors, ça a été scientifiquement prouvé que si, il y a des meilleures prises de décision collectives quand il y a au moins une femme dans un groupe. Ce qui paraît un peu intuitivement logique. Donc ça fait 5 mois que t'es papa. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, parce qu'on en a discuté un peu tout à l'heure, cette angoisse que tu as pu avoir à un moment d'être papa, de mettre au monde quelqu'un, et surtout comment ça a pu guider aussi tes projets, et comment tu vis aussi le fait d'être un européen aujourd'hui? Ben, déjà, c'est pas évident parce que quand je découvre un petit peu tout ça, alors pour le coup, à l'époque, j'ai pas de chérie, donc l'idée d'avoir un enfant, c'est secondaire, vraiment. Les gens me disaient tout le temps, ouais, tu veux des enfants? Je dis, déjà, si j'ai une chérie avec qui je suis bien, ça me va, tu vois, on verra plus tard. Et j'avais un peu remis même la décision en me disant, si je suis bien avec quelqu'un, qu'elle veut pas d'enfant ou j'en veux ou quoi, je m'en fiche, elle décidera. Tu vois, j'avais vraiment fait une espèce de deuil de tout ça. Et puis, bah, quand même, un beau jour, donc ça se passe bien avec une dame. Et bah, nous, on a 35, 38, enfin voilà, moi j'approche de la quarantaine, donc il faut quand même se poser la question de si tu... Donc il y a un moment, la question arrive quand même. Et là, ouais, moi ça a été un effet waouh dans ce monde-là, savoir ce qui se passe et tout. Elle est très très concernée, hein, elle bosse dans l'environnement, donc elle aussi, hein, elle le sait. Ces questions-là, on commence à s'en parler. Et j'ai une question, moi, qui me bouleverse, c'est pourquoi? Pourquoi je vais avoir un enfant? Et là, terrible parce que je pense qu'à ça. J'en discute, bah, c'est drôle d'ailleurs, avec, je suis toujours très proche de ma première chérie avec qui nous a fait rencontrer vite à côté, pas Jessica, mais celle qui a le fameux mail non lu, voilà. Et je m'aperçois en fait qu'en discutant avec elle, que finalement j'avais un peu quand même un regret de pas avoir eu un enfant. Tous mes potes ont eu un enfant dans la même année. Et j'ai beaucoup de potes et tous, c'est fou. Donc je me dis, ça aurait été un rêve, tu vois, que mon enfant grandisse en même temps que tous les enfants de mes potes. Et tout. Et je m'aperçois que j'ai pas ça et qu'en fait ça m'a attristé. Et je me mets du coup à ce moment-là quand même à réfléchir. Je me rends compte que ça me touche, donc potentiellement que j'en veux.
mais je sais pas répondre à pourquoi. Et je me mets à rencontrer un petit peu des gens, j'en parle, des gens qui me connaissent pas trop, tu vois, pour avoir un peu de la neutralité dans le... Et un jour, par hasard, c'est la femme d'un monsieur chez qui je vais manger. Ce monsieur, je le connaissais un petit peu et on discute. Et puis elle me dit, tu sais, Nico, des fois, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à un pourquoi. Et là, ça a rebouclé avec ma vie d'entrepreneur parce qu'en fait, j'ai fait que des sauts dans le vide. Franchement, je monte un bar, mec, je sais pas. Je fais Time ou même les autres là qui quittent leur boulot pour faire ça. Et c'est que des sauts dans le vide. Donc, il n'y a pas de réponse à pourquoi je vais le faire. Juste, des fois, c'est ouais, l'envie. Et là, ça m'a rassuré parce que c'est revenu dans mes codes culturels et je me suis dit, bon, ok. Ensuite, on a parlé de nos peurs. Là, je vais pas rentrer dans le détail, mais sur nos peurs personnelles par rapport à nos petits traumas personnels et familiaux, etc. On a clarifié. On s'est rendu compte que c'était pas forcément une inquiétude pour l'autre, donc on était assez serein là-dessus et qu'on ferait de notre mieux, etc., etc. Et comme moi, je m'étais engagé à me dire, je crée un truc complètement fou et je ferai de mon mieux, au point que j'ai eu des problèmes de santé. J'ai eu des graves problèmes de santé. Et du coup, je sais répondre à mon enfant s'il me dit tu savais, qu'est-ce que t'as fait? J'ai tenté un truc complètement pété. Je me suis donné. Et voilà. Et après, je me suis préservé. Néanmoins, il reste cette question de dans un monde qui va partir en vrille, comment on fait? Et en fait, moi, je sais que on vivra en paix tant que les humains accepteront de s'appuyer sur les 90% de choses qu'ils ont en commun. Là, on s'entend bien depuis tout à l'heure, on a plein de sujets en commun, c'est cool. Mais c'est absolument certain qu'il y en a à peu près 10% de sujets, on sera jamais d'accord. Mais jamais, jamais, jamais. C'est lié à nos systèmes de croyances, c'est trop concret, c'est trop compliqué. Les gens font de la paix quand ils se basent sur ce qu'ils ont en commun et qu'on a heureusement pas beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et en fait, on pourrait faire un contrat social sur le fait que dans tout ce qui va se passer, les bouleversements, tant qu'on reste soudés sur ce qu'on a en commun, ça ira. Et c'est une amie qui avait aidé une personne qui était arrivée en France sans papier, qui avait traversé toutes les galères de fou que tu peux voir de temps en temps à la télé, donc qui a vraiment assisté à ça. Et je lui demandais, je dis, mais c'est quoi leur vie du coup quand ils arrivent? Et elle me dit, bah c'est dur, mais en fait ils arrivent, ils se retrouvent, ils ont des amis, ils arrivent à se loger, ils arrivent à trouver du boulot, ils arrivent à communiquer. Et du coup, je me dis, ouais, et du coup, ils arrivent à rire, à avoir des moments de plaisir. Et je me suis dit, ouais, mais même dans des temps de guerre, il y a des gens qui chantent, qui rient, qui dansent. Et je me suis dit, ouais, au final, est-ce que l'essentiel, c'est pas dans la vie d'avoir des potes, d'avoir des moments de plaisir de temps en temps, même dans des galères? Et je me dis, même dans des graves crises, il y aura au moins ça. Et je pense que le seul truc sur lequel je veux me concentrer et qui me parle, c'est que j'ai envie de faire que mon enfant, il soit en capacité de créer des liens avec des gens. D'être un peu je peux pas décider ce qui va se passer, mais en tout cas, de faire en sorte qu'il soit capable de discuter avec plein de gens qui sont différents, de plein de gens qui pensent différemment, parce que comme ça, au moins, il pourra toujours se débrouiller à aider des gens et être aidé par des gens. C'est ça qui me rassure sur l'avenir de ça. Même en temps de guerre, on rit, on chante. Si t'avais un rêve, toi, aujourd'hui, quel serait-il? Très clairement, ma motivation à faire Time for the Planet, elle est liée au fait que on voulait amoindrir le choc du dérèglement climatique, pas le résoudre. Il y a plein de gens qui nous disent, ouais, on peut rien faire. On sait, merci. On veut contribuer à amoindrir le choc, parce que si le choc est trop brutal et trop violent, les gens vont se battre pour pouvoir manger. T'as beau être pacifiste, si ton enfant doit manger, je pense que t'es prêt à taper sur quelqu'un ou à voler. Donc la paix, elle est liée à notre capacité à avoir un accès assez simple à des ressources. Et l'humain est globalement assez partageur. Donc, on peut maintenir ça. Donc moi, mon rêve, c'est qu'on arrive à maintenir ça. Et mon rôle dans tout ça, je veux contribuer à faire en sorte que, vraiment, au fond de nous, même si on est perdu sur, je sais pas, la démocratie, les idéaux, les valeurs, tout ce que tu veux, qu'on arrive à s'ancrer comme valeur et comme croyance que on a 90% de choses en commun et seulement 10% de choses sur lesquelles on sera jamais d'accord. Et finalement, qu'on accepte qu'on sera jamais d'accord, mais qu'on s'en fiche. Vraiment. Enfin, je pense que c'est autant important d'être capable de discuter avec un gros anarchiste révolutionnaire qu'avec un gros facho.
Parce que je pense qu'en commun, on aime bien prendre l'apéro avec nos potes le soir et jouer aux cartes. Donc déjà, on est capable de prendre l'apéro ensemble et de jouer aux cartes. Là où on sera jamais d'accord, c'est sur comment devrait être le monde. Mais vu que c'est que des idées et pas des actions, c'est peut-être pas si grave que ça. Si les rêveurs de l'Atlas devaient rencontrer quelqu'un demain, qui est-ce que tu nous conseillerais? C'est drôle, on me l'a déjà dit et ça fait, on m'a dit, ouais. Bon, bref, moi, c'est Mehdi Colli parce que il est absolument passionnant, pas du tout sur les mêmes registres que moi. Mais je sais que c'est un type qui rêve énormément. Il voulait travailler dans le cinéma, il voulait être réalisateur et il a un imaginaire fou, il a des visions dingues, il a une conception de la vie, beaucoup de sagesse aussi, mais pas du tout comme moi. Donc c'est à la fois très proche parce qu'il y aura peut-être plein de points communs et du coup sur un podcast on se dit peut-être ouais ça sera un peu pareil, mais moi je sais que ça sera absolument pas du tout pareil et vraiment passionnant. On va l'appeler et on va vraiment le faire. Ok, ça marche. Petite question conclusive par rapport à une citation d'Oscar Wilde qui disait que vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette citation? Moi qui étais beaucoup dans les pensées et dans les projections de problèmes, je peux te dire que je vivais pas beaucoup. Et que ce que j'ai beaucoup appris, et c'est une phrase que je détestais à l'époque, mais ce truc de vivre l'instant présent, parce que je voyais ça comme un truc, tu sais, du plaisir, des machins, ça m'allait pas trop, tu vois, j'étais plus je sais pas, un peu austère, quoi, sur les bords, probablement. Et en fait, ça veut pas du tout dire ça. En fait, ça veut dire que il faut être en capacité, à un instant T, de vivre profondément le truc. Et même quand c'est de la merde, quand t'es sous la pluie, que tu marches, que t'as froid, c'est forcément galère. Néanmoins, être en capacité, je sais pas, de sentir son corps, ses petits mouvements de muscles, d'être dans le truc, fait qu'on peut s'accrocher à des petites choses positives, quoi qu'on traverse. Et quand t'es en capacité de faire ça, de voir le monde positivement, tu le vis beaucoup mieux tous les jours. Le monde, il est en grande partie comme on a envie de le voir. Merci beaucoup, Nico. Je t'en prie. Merci Nico. Et voilà, c'est ainsi que notre échange s'achève. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On sera ravis de lire vos retours ou questions sur l'adresse rêveur.atlas@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager et poursuivre la réflexion. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des Rêveurs de l'Atlas et à nous suivre sur Instagram. Et surtout, merci. Merci infiniment pour votre écoute.